Petite interlude pour débuter cet épisode pour vous indiquer qu'il a été enregistré il y a quelques semaines avant que Patrice Colazo ne quitte Toulon. Et il a été remplacé par Franck Azema. Pierre avait eu le nez creux puisqu'il avait deviné que Azema pourrait être le remplaçant. Donc on voulait vous prévenir par rapport à ça. Pour le reste, malgré les deux journées de top 14 qui se sont jouées, nos avis n'ont absolument pas changé. Donc on vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir pour ce premier podcast rugby. Cette fois-ci pas football, le podcast qui aurait pas tapé en touche à la 79e comme Antoine Dupont contre l'Angleterre. Pour ces premiers épisodes ovales, j'accueille Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Et pour éviter d'être accusé d'être partiaux, nous précisons que Pierre est supporter catalan, donc de l'USAP, principalement. Et pour ma part, je suis supporter toulousain. Si jamais nous ne sommes pas objectifs, vous êtes au courant. Et bien pour ce premier épisode, on va commencer par le sommaire. En deuxième partie d'émission, on parlera justement de qui peut succéder au Stade Toulousain en finale du top 14 dans la tribune avec le Brennus le 24 ou le 25 juin, puisque la LNR n'a toujours pas fixé la date. Mais en première partie d'émission, avec Pierre, on va revenir sur ce qui a un petit peu animé le début de saison du championnat hors des terrains, la question des transferts, puisque Cheslin Colby a relancé le fameux débat des transferts avec un départ du Stade Toulousain vers le Racing Club Toulonnais pour environ 1 c'est million d'euros. le rugby club toulonnais. Ah, c'est le rugby club toulonnais. Oh là là là, attention, on embrasse tous les Toulonnais, tous les gens de la rade. Ça commence. Voilà, ils m'excuseront. Je suis déjà au courant qu'il y a du muguet sur leur logo, c'est déjà bien. Donc oui, de Toulon qui a agité un petit peu le monde du rugby, puisqu'on a eu un transfert, on va dire, un peu choc. Ça faisait longtemps qu'on savait que le football inspirait un petit peu le rugby. Ça y est, on commence à foncer dedans, Pierre. Ben oui, clairement, on a un transfert qui représente une somme astronomique pour le rugby, puisque on parle de un demi-million, 1,5 million plutôt d'euros pour le rachat de la dernière année de contrat, je crois, ou les 2 dernières années de Cheslin Colby. C'est quelque chose qui est considérable, puisqu'on le rappelle, 1,5 million d'euros dans le monde du rugby, c'est presque la moitié du budget de certains clubs à l'année. On pensera notamment à un des plus petits budgets, bon certes un des plus petits budgets du rugby professionnel avec celui de Carcassonne, mais qui arrive quand même à faire de bons résultats. Donc c'est astronomique, peut-être plus que ce qu'on l'imagine, parce qu'on est habitué à des chiffres similaires Au dans football, d'autres ouais. sports et à des sommes encore plus impressionnantes au football, mais pour le rugby, c'est considérable, puisqu'on parle quasiment oui, de la moitié du budget de fonctionnement d'un club, donc c'est-à-dire tous les salariés et tous les joueurs Et, compris. et quand bien même, on parlerait même du Stade Toulousain, 1,5 million d'euros, qui est la tranche haute de l'estimation qu'a fait la Dépêche notamment, parce que ce serait entre 1 million et 1,5 million d'euros. Ça fait quand même 5% du budget du club. Si on recrute des 15 joueurs à 5% du budget, on va très vite arriver sur une banqueroute. Donc bon, après, peut-être qu'aussi qu'on met un peu la charrue avant les bœufs, puisque on n'est pas... Ce transfert ne déclare pas l'apogée du mercato comme au football dans le rugby, mais voilà, il y a quand même Antoine Astoy, si je ne me trompe pas, Pierre, qui va partir à La Rochelle, et qui va aussi se faire racheter son contrat, si je dis pas de bêtises. Et tu es au courant qu'un certain Melvin Jaminet devrait aussi peut-être se faire racheter quelques années de contrat. Oui, oui, on n'en parle pas. Hashtag laissez Melvin Jaminet tranquille. Eh oui, non, mais il est tellement eu une ascension fulgurante que forcément il attire les regards. Euh, et bah, c'est aussi ce qui nourrit cette inquiétude et ce débat, c'est que ça ne semble gêner personne en fait, autant les clubs vendeurs que les clubs acheteurs. Et vous allez voir qu'avec Pierre, on a quand même un avis assez commun et qu'on s'est rendu compte, et ça va être le premier, on va dire, le premier axe de débat aujourd'hui,
qu'au final, c'est pas tant les transferts, les achats qui sont problématiques, c'est en fait tout le cadre de cession, de mutation des joueurs, comme la FFR le stipule. On parle de mutation, qui est en fait un joyeux bazar, j'ai envie de dire. On parle de mutation comme si on était en train de parler du virus. C'est ça. C'est n'importe quoi. On va le laisser sur la touche dans ce podcast, le coronavirus, le Covid-19 ou la Covid-19. Mais ouais, Pierre, on se rend compte qu'entre les jokers médicaux, les prêts, les négociations toute l'année, c'est un petit peu compliqué déjà de tout suivre, rien que pour les passionnés de rugby. Mais c'est aussi, je trouve, assez particulier de laisser, on va dire, 12 mois dans l'année où on peut négocier quoi que ce soit. Mais disons qu'à part pour vendre plus de papier, notamment pour les journaux comme le Midi Olympique, ça dessert principalement le sport. Euh, on le voit notamment avec la réaction de Patrick Arletaz par rapport au transfert de Melvin Jaminet. Il a été obligé de répéter je ne sais combien de fois en conférence de presse qu'il fallait le laisser tranquille parce que évidemment quand on a 23 ans comme Melvin Jaminet, qu'on fait sa première saison en top 14, sa deuxième saison en pro, qu'on sort d'une saison avec le titre avec l'USAP, qu'on est appelé pour la première fois en bleu, qu'on fait une tournée en Australie et qu'on se rend compte qu'on a l'intérêt du Stade Toulousain, forcément ça rentre dans la tête un peu. Et sur un jeune joueur comme ça peut être, ça peut plus le desservir que le servir, même si c'est honorable d'être intéressé par de tels clubs, c'est sûr. Et puis ce qui dessert le joueur, on va dire directement dessert aussi le club, puisque si ses performances via son mental sont touchées, forcément le club utilise un joueur de rugby qui n'utilise pas forcément ses 100% de capacité. C'est assez compliqué. Et puis il y a aussi une question, on va dire, d'égalité des chances, ou on va dire de fair play, c'est-à-dire que on va reprendre le premier chapitre, on va dire, de l'année civile, je crois, ou de la saison dernière en tout cas, qui a commencé à remettre un peu le débat au centre avant que Colby le mette vraiment au centre. C'est le départ de Gaël Fickou du Stade français vers le Racing. Alors au-delà déjà de partir pour un voisin, un rival, il est parti en pleine saison. Ça paraît quand même improbable, Pierre. Comment on peut laisser aujourd'hui partir un joueur en pleine saison comme ça? Bah, c'est surtout qu'en plus, au-delà de ça, ça met une pression sur le joueur quand même, hein, parce que je pense à Gaël Fickou, mais je pense aussi à Cheslin Colby qui partent de leur club et qui se retrouvent dans une autre situation, dans un autre contexte. Peut-être pour Gaël Fickou, c'était encore plus dur parce qu'il y avait la course justement au top Au 6. playoff, ouais. Mais pour Cheslin Colby, aujourd'hui, quitter le Stade Toulousain, c'est sortir de sa zone de confort parce qu'il arrive dans un rugby club Toulon où c'est le cirque un peu quoi. Genre, en ce moment, il n'y a rien Ouais. qui va. Tout va mal à Toulon en ce moment, hein. C'est le début de saison que personne espérait au club. Ah, on Et est quand d'accord. on arrive comme une recrue comme lui, avec autant de poids sur les épaules, de par son prix et de par sa réputation de joueur explosif et de marqueur d'essai et de facteur X, en quelque sorte, il va lui falloir du mental quoi. À Chestin Colby là, on va vraiment voir qui il est quoi. Et puis c'est pareil, comment gérer aussi euh, le club qui vend, parce on se rappelle que le Stade français, c'est un petit peu alarmant quand il part. Ils ont fait une remontée fantastique, ils vont même affronter le Racing en phase finale, mais jusqu'à un certain moment, on pensait que le Stade français Paris allait descendre. Comment on explique aux supporters que un joueur va se barrer, ne va pas t'aider, parce que c'est pas comme si on vendait, je sais pas moi, le troisième centre dans la hiérarchie. Ouais, c'est Euh, ça, c'est un tu, joueur tu, capital, hein. tu vends presque ton meilleur joueur, si ce n'est indéniablement ton meilleur joueur. Comment t'expliques à tes supporters aussi? Parce que, euh, voilà, les présidents, ils aiment rappeler de plus en plus, depuis l'ère Boudjelal, j'ai envie de dire que c'est eux qui mettent l'argent. Mais tu as une responsabilité envers plein de personnes, dont les supporters. Comment t'expliques que sportivement, tu te sépares d'un joueur alors que t'es mis à mal en championnat, quoi? C'est pareil, Colby, sincèrement, quand tu dépenses 5% d'un budget important, puisque le stade toulousain et Toulon
sont deux des plus gros budgets, si ce n'est les deux plus gros budgets, probablement top 14. On n'a jamais les chiffres exacts, donc c'est compliqué. Enfin, hormis un titre de champion de France ou de champion d'Europe, comment rentabiliser Colby? Parce qu'on sait que la vente de maillots, ça n'a pas autant d'impact au rugby qu'au football. Il n'y a pas autant de place dans le stade à Toulon, à Mayol, que par exemple au stade Vélodrome à Marseille ou au Parc des Princes à Paris. J'ose espérer qu'ils sont confiants parce que c'est quand même un gros risque. C'est quand même un gros risque. Ben, on touche au principal sujet pour moi qui est intéressant dans la gestion économique du rugby et dans les transferts, c'est que ben, au rugby, on se rapproche plus de ce qui pourrait être un délire de la part des présidents et des actionnaires d'un club, parce que ben, justement l'économie du rugby, elle est pas encore et elle sera, je pense, jamais au niveau de celle qui est générée par le football. Ça reste un sport minoritaire. C'est un sport qui est même pas joué partout en France, qui est encore moins regardé partout en France. Ça reste un sport de niche. Et ben justement, comme tu peux le dire, payer aujourd'hui 1 à 1,5 million d'euros pour un joueur de rugby, c'est beaucoup plus que ce que le joueur va pouvoir générer, je pense. Ah, il y a de grandes chances. Et puis, ça met quand même en lumière un gros problème aussi du rugby professionnel. Le rugby s'est professionnalisé fin des années 80. Et c'est véritablement mis en marche dans les années 90-2000. Mais on se rend compte qu'en fait, personne n'est vraiment prêt ou personne ne semble vouloir gérer les mercatos. Je prends un exemple. Aujourd'hui, la seule réglementation pour un joueur dans sa mutation, donc dans son changement d'équipe, c'est que pour disputer la prochaine saison, il faut qu'il s'inscrive avant le 15 juillet de l'année qui débute la saison. Donc par exemple, cette année, si quelqu'un a signé le 14 juillet, il pouvait commencer la saison avec son club. S'il signait le 16 juillet, il était obligé d'attendre la saison prochaine pour intégrer le club. Hormis ça, il n'y a rien qui empêche de négocier. Y a pas de... Les prêts peuvent se faire n'importe quel moment. Et cette année, d'ailleurs, Pierre, je ne sais pas si tu l'avais suivi, on a un cas inédit, surtout après le Covid, que la FFR, et même pas la LNR, c'est la FFR, je crois, qui a pris la décision, c'est qu'aujourd'hui, un joueur peut être prêté dans la saison, et pendant les périodes internationales, donc ça pourrait arriver, je prends un exemple qui pourrait faire mal à une équipe, c'est à Lyon, le petit frère Marchand, qui appartient à Toulouse et qui est prêté à Lyon, donc va jouer la saison avec Lyon, mais pourrait retourner, si Toulouse le souhaite, chez Ernest Vallon, le temps que son grand frère part avec les Bleus. Oh là là, c'est n'importe quoi. Eh oui, mais c'est ce qu'ils ont mis en place. C'est l'une des rares réglementations du rugby en termes de là, on marche sur la transfert tête, on marche sur la tête quand même. Ah ben, on voit que quand même c'est problématique quoi. Déjà, là où ça pose encore plus problème, c'est déjà que dans le cas d'un prêt, le mec puisse jouer contre son ancienne équipe. Ce qui quand même met un conflit d'intérêts assez énorme, puisque imaginons Gaël Ficou, son cas de figure l'an dernier quand il a été transféré du Racing, du Stade Français au Racing plutôt. Imaginons, il se retrouve à jouer dans un match capital contre Paris, un Racing Stade Français où Paris jouerait sa survie. Est-ce que lui, il va pas réfléchir oui, est-ce qu'il va forcément jouer à 100%, hein, sachant que c'est son ancien club, qu'il y a quand même un attachement malgré tout. Je pense que le rugby, c'est pas encore un sport comme le foot où certains joueurs pensent uniquement en termes de carrière et par rapport à leur individualisme, où il y a quand même un attachement fort au club, souvent, qui est remarqué malgré tout. Il avait déclaré après justement la phase finale contre le Racing que ce soir il avait joué contre des frères. Bah oui, forcément les mecs, t'as passé la moitié de la saison avec eux dans le vestiaire, enfin c'est pas un match comme un autre quoi. Il était même capitaine si je dis pas de bêtises. Du Stade Français. Ça je te fais confiance. En tout cas, il était cadre. Ça change pas grand chose. C'est comme en équipe de France, ça fait partie des. Alors, il est centre, mais ça fait partie des piliers de l'équipe, littéralement. Donc, ouais, moi ça pose beaucoup de questions. Il y a aussi ce côté des jokers médicaux qui est affolant. Je sais pas
Bah oui, oui, clairement. Ouais. Quel est ton avis sur l'aspect du joker médical, mais bien qu'il soit beaucoup plus compréhensible qu'il y en ait par exemple par rapport au football ou même dans d'autres sports, parce que la dimension physique est tellement dangereuse que des fois lancer des jeunes, ça peut être dangereux. Mais comment on peut accepter qu'un joueur se parte dans un meilleur club, parce que souvent c'est pour un meilleur club, provisoirement sans que ça gêne personne. En tant que supporter, ça me rendrait fou qu'Entama qui puisse par exemple, je sais pas moi, voir, ça serait improbable, mais qui parte à Toulon, qui parte à La Rochelle, le temps que, je sais pas, un ouvreur Carbonel ou Jalibert par exemple à Bordeaux se blesse quoi. Bah, le problème, c'est que ça a surtout tendance à fragiliser soit les clubs qui en auraient le plus besoin de ces joueurs-là, parce qu'il faut bien que, dans le cadre d'un joker médical, c'est toujours un joueur de notre club et si possible un joueur qui joue pas. Et c'est vrai que par exemple, je pense que si jamais aujourd'hui un club comme un club qui joue le titre, comme les clubs du top 6 du top 14, appelle un remplaçant ou un joueur d'un autre club, ben, je pense que évidemment ça va lui trotter dans la tête et qu'il acceptera probablement la proposition. C'est surtout une question de fair play, quoi, du fair play sportif. Même si dans la plupart des cas, souvent les clubs ont tendance à aller les chercher à l'étranger, ces joueurs, ces jokers. C'est une question d'équité qui se pose, quoi. Ah bah Parce que très justement clairement aussi, oui. il y a, au-delà de la question de l'attractivité d'un club, il y a aussi la question financière. On le voit aujourd'hui, bah, clairement, je pense que pour s'attacher les services d'un joker médical, c'est plus difficile pour un club bah, qui n'a pas autant de liquidité que les clubs du top 6. Mais j'ai même envie de te dire que c'est là où on entre dans un cercle vicieux, c'est que les petits clubs aujourd'hui savent pertinemment que c'est l'argent qui fait le bonheur dans le rugby, de plus en plus. Ces jokers médicaux, ils sont aussi acceptés parce que ça donne de l'argent, tout simplement. Ils font ce pari de pencher vers on va dire le bénéfice monétaire plutôt que vers le bénéfice sportif le temps de quelques semaines. Parce que ben, aujourd'hui, l'argent n'est pas cadré comme au football. Il y a des clubs qui gagnent beaucoup plus. Et ben, en fait, les petits sont un peu pris en otage, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Je, je pense que le rugby doit se regarder en face et s'organiser en termes de mercato, de transfert. Parce que c'est peut-être inévitable et de toute façon, si les acteurs décident que ce soit comme ça, les instances ne pourront pas faire autrement. De toute manière, ils trouveront toujours un moyen. Mais il serait peut-être temps, parce que déjà au foot, on a quand même souvent mis en lumière le fait que le mercato, il se termine alors que la saison a commencé et qu'en plein milieu de la saison, il y en a un deuxième. Mais ça donne quand même une certaine tranquillité sur le reste de la saison. Est-ce que le rugby ne doit pas ouvrir des fenêtres de mercato, tout simplement? Bah, de toute façon, si elle n'existe pas vraiment, la fenêtre du mercato d'hiver, comme on peut l'avoir au football, au rugby, on voit déjà que dans les faits, on en parle, puisque pas plus tard qu'il y a 3 jours, euh, il y a eu un papier de Rugbyrama sur bah, justement les transferts qui allaient être animés, notamment en parlant du dossier de Jordan Joseph, Mhm. qui a été prêté par le Racing, si je me trompe pas, qui a été prêté par le Racing à la section paloise. Bon, après, il y a eu aussi des jokers, notamment ben, pour le BO, puisqu'ils avaient une pénurie au poste de talonneur. Bon, c'est pas Ouais. de chance, mais bon, il faut bien, c'est un poste essentiel et il faut bien pouvoir aligner un mec dessus, quoi. Et voilà, ils ont fait face à l'absence pendant 4 mois ils vont avoir une absence de 4 mois sur Lucas Peiros Blanca. Et Romain Ruffenac, pareil, ligament croisé, donc probablement pas avant la fin de saison, moi je Ah pense. bah c'est même peut-être oui saison terminée au rugby, hein, des Donc, ligaments. donc voilà, ils ont récupéré, bon, ils ont été chercher un joker en la personne de Bastien Souris, du Racing, du Rugby Club Toulonnais. Et bah, du coup, c'est tous ces mouvements-là qui sont nécessaires au rugby, hein, puisque, bon, on le voit, jouer sans talonneur, c'est pas possible. Jouer sans numéro 9, c'est pas possible non plus. Et c'est des postes qui ben, sont compliqués
Parce qu'on va pas recruter 50 mecs à ce poste-là, sachant que au final tu vas faire une rotation entre deux, voire maximum, grand maximum. Et là on parle déjà du grand luxe, hein, qui serait d'avoir trois talonneurs ou trois mecs au même poste qui sont opérationnels. Aujourd'hui, les clubs qui ont trois talonneurs qui sont opérationnels ou trois numéro 9, bon, y en a quasiment pas, hein. Bah, Dans la plupart des clubs, on parle de c'est le deux, top 3, quoi. voire même pas en fait. La plupart du temps, on parle d'un mec qui est à peu près potable et d'un remplaçant qui est là pour grappiller 10-20 minutes maximum par match. Et tu sens que quand il rentre, déjà, c'est plus compliqué à gérer, quoi. Hmm. Donc, forcément, de par la gestion et le management, tu peux pas expliquer à un mec que tu vas l'acheter, que tu lui proposes un contrat pour être, en soi, au final, s'il y a une blessure, il va jouer. Mais s'il n'y a pas de blessure, et c'est ce qu'on souhaite, le mec, ça sera juste un sparring partner, quoi. C'est ça, et c'est ça, et puis aussi, comment dire, euh, j'ai l'impression qu'on se tourne quand même de plus en plus vers quand même ce modèle, étant donné que les doublons sont de plus en plus fréquents. Et c'est quand même problématique. Il suffit de voir par exemple à Toulouse, Oui. leurs deux talonneurs sont en équipe de France. Ça veut dire qu'il y a un joueur de niveau international qui ne joue jamais plus d'une heure tous les week-ends. Ah bah, Euh, dans l'équipe de Toulouse, il y a clairement des mecs qui ont été recrutés Ah oui. pour être là pendant les doublons, quoi. Des mecs qu'on sait pertinemment qui soit des mecs qui sont étrangers, soit des joueurs qui sont français mais qui seront pas retenus, quoi. Et encore une fois, ici, c'est un petit peu. On pense à faire un bon choix, mais en fait, on en fait un mauvais sur tous les plans. Autant au niveau des supporters, encore une fois, parce que je pense que, comme moi, Pierre, tu mets les supporters quand même dans une place importante dans la réflexion du sport. Mais ça veut quand même. Ça explique aussi, ça démontre qu'on a un spectacle qui est pas élevé au plus haut, puisque ben, il y a des équipes qui ont des éléments de qualité enfin pas en trop, mais qui se permettent d'avoir deux top joueurs ou trois top joueurs par poste. Et donc, bah, tu as des équipes de bas de tableau qui ne proposent pas un jeu aussi plaisant. Et on sait que c'est important quand même qu'il y ait de la concurrence, parce que si les matchs sont beaux, c'est parce qu'il y a de bons acteurs. Et c'est pareil, aujourd'hui, on tend vers un modèle où l'argent augmente, mais si le spectacle est biaisé et de moindre qualité, notre ami Canal+, qui est jusqu'aujourd'hui le seul diffuseur historique du top 14 et de la Pro D2, il augmentera pas son budget si ça ne plaît pas au public. Ah bah ça c'est sûr que quand tu vois que on va encore parler d'eux, hein, mais que un club comme le Stade Toulousain, ils peuvent se permettre d'avoir au poste de numéro 10 et au poste de numéro 15, t'as des mecs qui pourraient être titulaires dans n'importe quel autre club. Enfin, même si pour Nanaï Williams, ça s'est pas forcément très bien passé à Clermont, le fait qu'il ait signé à Toulouse cet été, c'est énorme, hein, pour l'équipe. D'avoir un remplaçant de ce niveau-là, un mec aussi polyvalent, qui, quand il est en forme, bon, a eu quelques passages à vide et ça n'a pas forcément bien fonctionné, mais qui, à mon sens, serait un élément essentiel dans n'importe quel autre effectif. Après, aussi avoir Zach Holmes sur le banc pour faire jouer Romain Tamac, c'est des problèmes de riches, quoi. Ben, C'est pas l'USAP où t'as en 10 Tristan Teder ou Pato Fernandez, quoi. C'est pas. ben, On parle pas du même monde, quoi. ça pose question parce que effectivement, et ça va faire la transition vers la deuxième partie de ce sujet. On tend vers un modèle économiquement plus fort, où l'argent va augmenter, où la puissance financière va vraiment définir les places, en tout cas en saison régulière. Mais encore une fois, est-ce que déjà on sort d'une crise sanitaire qui a failli mettre à mal de nombreux clubs, dont les plus hauts, hein, parce que Toulouse a failli mettre la clé sous la porte. On ne l'a pas dit comme ça, mais c'est très clairement ce qu'on a compris. C'est aussi pour ça que Colby part.
Mais comment on peut assumer un rugby monétaire avec l'incertitude dans laquelle on plane et surtout, ça tu vas en parler mieux que moi, avec les ratés que le rugby a connu il y a quelques années. Je pense à un certain joueur néo-zélandais qui avait signé dans le sud de la France. Ouais, disons qu'il y a deux cas de figure dans ce monde-là. Soit on est un club comme Toulouse qui arrive à se gérer lui-même sans avoir vraiment besoin de qui que ce soit à part des sponsors et qui génère assez d'argent par lui-même pour pouvoir assumer son fonctionnement de haut niveau, c'est-à-dire avoir aujourd'hui un budget de plus de 30 millions, ce qui est Ce considérable, qui est hein. énorme, ce qui est énorme. Mais Mais on le rappelle, Toulouse, enfin, je pense pas me tromper, Toulouse n'a pas de mécène. non. Toulouse est géré comme un club normal, entre guillemets. Donc il y a deux cas de figure dans cette gestion-là. Soit on est un club comme Toulouse qui est géré par son budget et qui prend des risques ou pas en assumant certains transferts pharaoniques. Soit on est un club qui a un mécène et dans ce cas-là, c'est un peu un chèque en blanc à chaque mercato. Et dans le second cas de figure, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué puisque tant que le mécène a de l'argent qui arrive, eh ben, ça fonctionne parce que généralement, les mécènes, ils sont dans un autre business. C'est des chefs d'entreprise, c'est des gens qui ont des fonds propres à eux et des sources de revenus qui sont différentes de celles du club. Et donc dans ce cas-là, c'est beaucoup moins risqué. Et comme tu l'as dit, par exemple, l'autre exemple, c'était l'USAP avec le transfert de Dan Carter. L'USAP qui est un club qui était géré par Paul Gauze à l'époque, qui est un club qui n'a jamais, enfin qui a eu un mécène avec François Rivière, mais c'est pas du niveau d'un Mourad Boudjelal par exemple. C'est pas QSI, quoi, le Mais PSG. sous l'USAP sous Paul Gauze, et ben justement à l'époque c'était un club qui était encore géré financièrement par des actionnaires et par les sponsors et les abonnés. Et donc à l'époque, oui, ça a été 700 000 euros pour un transfert d'un an pour payer le salaire de 700 000 euros pour Dan Carter. Ben, on voit clairement que après le problème, c'est qu'à cette époque-là, l'USAP a eu beaucoup d'accidents industriels au poste de numéro 10 et ça a pas loupé. À cette époque-là, je me rappelle, la saison, on l'a fini avec Gavin Hume qui venait dépanner en numéro 10, Mm, alors que c'est un c'est vrai. centre, alors qu'à la base c'est un centre. Parce que justement, il y a toujours eu cette malédiction du numéro 10 à Perpignan, du numéro 10 qui se blesse et qui finit sa saison, quoi. Et justement, pour les clubs qui sont gérés par des fonds extérieurs, ce genre d'accident-là, c'est grave, parce qu'évidemment, il y a toujours l'aspect sportif et qu'on peut jamais se réjouir d'une blessure d'un joueur. Mais pour les clubs qui sont gérés par des actionnaires et par un argent enfin, par une source de revenus qui est limitée, eh ben forcément ça met mal, puisque les sources de revenus pour un club de rugby aujourd'hui c'est pas la vente de maillots, c'est pas forcément les droits télé parce qu'ils sont pas pharaoniques comme au football, c'est la billetterie Ah bah clairement, oui. et les résultats. C'est-à-dire que plus on va loin dans les compétitions, plus on reçoit de revenus et tout ça. Mais forcément, quand on fait un transfert, ben, il faut le rentabiliser d'un moyen ou d'une autre. Et la vente de maillots, comme tu l'as dit, c'est pas non plus comme ce que ça peut être au football. Bah, c'est Donc c'est que vrai que pour les équipes qui sont gérées par les fonds du club, c'est forcément plus compliqué de concourir face à des clubs qui ont des chèques en blanc chaque année, quoi. c'est clair que par exemple, au rugby, tu vends pas le nom d'un joueur sur le maillot. Bah ouais, D'ailleurs, déjà, ouais. à un moment, je sais que le Racing avait tenté de faire ça. Ça avait pas pris. Je crois que dans un premier temps, c'était sous le maillot. Je crois pas très longtemps. Et ensuite, il est mis sur le short. Oui. Ça n'a pas dû marcher Avant parce de que se rendre compte que c'était aussi un très bon endroit pour le sponsoring. ah ben c'est sûr qu'au rugby, les fesses, ouais, il y a de la place. Donc Ça tu fait peux mettre vendre. un gros logo. Non mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression, comme tu l'as un peu soulevé, le rugby veut se pérenniser par les droits télé comme le foot peut le faire. Mais on est, je pense, tous d'accord pour dire que ben, ça n'arrivera probablement jamais parce que il suffit de voir la différence déjà des deux vitrines du football et du rugby, c'est-à-dire leurs équipes de France. Une équipe de France qui va loin au rugby,
ça fait à peine le score d'une équipe de France qui va jouer en Biélorussie en plein mois de novembre pour des qualifications dont personne s'en fout, enfin dont tout le monde s'en fout. Ah oui, Donc, c'est ça. Ça reste un sport de niche. bah, c'est ça, et j'ai l'impression que le rugby ne veut pas assumer son... Bah, fait un peu un déni d'identité. Et c'est dommage parce que le rugby peut gagner en économie en prenant un tournant différent. On l'a bien vu, hein, d'ailleurs. À l'époque, ça avait fait grincer des dents certains présidents, dont ceux qui achetaient beaucoup de joueurs étrangers, mais le système de GIF, euh, au final, a été plutôt bénéfique pour le spectacle du top 14, pour la vitrine de l'équipe de France. Euh, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi on n'essaye pas de cadrer tout ça avant que ça pète? Déjà, on a frôlé la catastrophe sans mettre de l'argent, puisque on a retiré de l'argent au club avec l'interdiction d'aller au stade à cause du Covid. Pourquoi les clubs foncent sans regarder les risques? Parce que comme tu le dis, comme on en a un peu parlé, l'USAP en soi a gagné un championnat. Bon, Carter a pas beaucoup joué, mais on dit qu'il a beaucoup Oui. participé. À court terme, ça a fonctionné. Mettre de l'argent comme ça peut que fonctionner. Ça peut aussi améliorer l'équipe de France si les clubs se préparent mieux, si les clubs prennent le temps de faire tourner en termes de fraîcheur. D'ailleurs, la FFR l'a un petit peu imposé. Ça peut être favorable. Il y a quelque chose à aller chercher de bien, mais j'ai l'impression qu'on mesure pas les risques. Je trouve que le transfert, on se dit, non mais c'est bon, ça va le faire. Mais là, par exemple, alors là, il est intenselant avec Pau, Antoine Astoy, mais La Rochelle qui va racheter son contrat. Imaginons, La Rochelle est mauvais. Même pas Astoy. La Rochelle s'en sort pas très bien. Le pack de devant se fait exploser. Ben, Astoy, il a beau être bon, s'il est sous pression, il va pas les rentabiliser, hein, ces sous. Oui, oui, mais après, est-ce que concrètement ça embêterait les Vincent Merlin, les Jackie Lorenzetti et tous les présidents, les présidents mécènes du monde du rugby? Ils s'en fichent un peu en soi parce que c'est l'argent qu'ils investissent dans les équipes. En général, c'est pas l'argent risqué. Je pense qu'ils se font un petit plaisir. C'est des gens qui aiment le rugby profondément et qui mettent de l'argent qu'ils ont comme ça, comme quand on fait un investissement à risque en somme, hein. Ils mettent cet argent-là dans une équipe de rugby. Ils essayent de donner du plaisir aux gens. Après, je pense pas qu'ils prennent vraiment de risques, ces gens-là. Le problème, les gros accidents financiers qu'il y a eu, c'était pour des clubs qui justement avaient pas ces mécènes et qui essayaient de tenir la course, de tenir la tête, de garder la tête haute face à ces clubs-là. Ça s'est cassé la gueule parce que parfois il devait y avoir des transferts qui étaient effectués à crédit et qui ont pas forcément fonctionné. Du coup, comme tu as pu le dire, comme ce qui pourrait arriver avec Astoy, ce qu'on ne lui souhaite pas évidemment. Mais pour les clubs avec les mécènes, je pense que financièrement ils s'en foutent. Mais L'argent qu'ils mettent dans les clubs, c'est au final qu'est-ce que ça représente pour un chef d'entreprise qui génère probablement cette somme-là fois je ne sais combien. je suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis pour le coup. Même si ça s'entend complètement, c'est vrai que je pense que les budgets que mettent les mécènes dans le rugby sont pas énormes par rapport à leur puissance. Euh, Néanmoins, le résultat c'est quand même important. On a vu qu'Amourad Boudjelal, au bout d'un moment, quand il a vu que ça commençait à s'essouffler, il est parti. Et on peut pas lui reprocher de partir et on peut pas lui reprocher d'être passionné, de pas être passionné. Il aime Toulon plus que quiconque. Ça fait pas de doute. Le mec passait jamais son temps en tribune présidentielle. Ouais, Boudjelal, ouais, clairement, mais C'était un il s'est passionné. lassé, je pense. Et, et il s'est lassé et tu vois que quand même il avait intérêt d'avoir des résultats. Il attendait pas. Il attendait pas pour changer un entraîneur par exemple. Ah bah ça, bah en même temps, quand on peut payer les frais de rupture de contrat et Ah tout ben ce qui c'est arrive ça. avec, C'est ça. forcément c'est plus facile de virer quelqu'un, hein. Maintenant, si on augmente les budgets, qu'on augmente les salaires, qu'on augmente les dépenses, aujourd'hui, il va falloir des résultats à tout prix parce que pour le moment, ça va. En soi, les mécènes, ils pourront couvrir. Ensuite, ça va aller. Mais au bout d'un moment, quand même, si tu dépenses une certaine somme et que tu n'as pas le résultat, je pense par exemple au MHR ou Altrad
Bon, Altrad, il est pas dans une. Je pense qu'Altrad, au-delà du rugby, il est là aussi pour se montrer. Il a essayé de briguer la mairie de Montpellier, comme on le sait tous les deux. Mhm. Il y a une question d'image. Mais au bout d'un moment, si ça te coûte de l'argent, mais que ça ne te rapporte rien en image ou Bah, il va s'en aller. en accomplissement, il va s'en aller. Et c'est jamais arrivé, mais. Et ça ne sera probablement pas quelque chose de généralisé. Mais en soi, la catastrophe, dans ces situations-là, il suffit d'un exemple pour qu'on déclare la catastrophe. Ah bah Aujourd'hui, il y ça, en ça a c'est un le qui. problème du mécénat, hein. Ben voilà, un Jack Kashkar comme Marseille a failli avoir, ou un Gérard Lopez. Alors bon, à Lille, ça s'est plutôt bien passé, mais je prends l'exemple en Formule 1 avec Lotus. Voilà, il en suffit d'un pour qu'on trouve ça scandaleux. Donc on joue quand même, je trouve, avec un fil plus que tendu, qui pourrait rompre plus vite qu'on ne le pense. Ah bah ça c'est ce que tous les ennemis de la financiarisation du rugby espèrent, entre guillemets, hein. C'est le retour au rugby historique, quoi. Ah bah après, il faut pas non plus tomber dans l'extrême, parce que Non, c'est sinon, sûr. Et puis, il faut c'est- souligner que ces clubs-là, les clubs avec mécènes, souvent dans les villes où ils se sont installés, c'était des villes très peu intéressées au rugby, où ben, ça s'est relancé sous leur impulsion, hein. ah bah, Je parlais de Vincent Merlin. Ben, c'est lui qui a créé le rugby à La Rochelle, hein. ah bah Et à clairement la oui. base, il a été joueur au club, ensuite il l'a entraîné, et puis maintenant, il est dirigeant du club. C'est un mec il a quasiment fondé son équipe à lui tout seul. Il a pris le club dans un état où ben, voilà, c'était un club d'amateurs, et il en a fait ben, un finaliste de Coupe d'Europe et un finaliste du top 14. C'est une histoire énorme, et c'est magnifique pour le développement du rugby, parce que ça va donner envie à des enfants qui vont s'inscrire dans les écoles de rugby dans l'ouest de la France. C'est super pour eux, quoi. Ils Bah, se disent qu'eux aussi, ils peuvent peut-être y arriver. C'est une belle histoire. c'est bien, et tu fais un petit lien. Alors La Rochelle n'est pas l'exemple concret de cela, mais tu parles de villes qui n'avaient pas un intérêt pour le rugby. Il y a aussi ce risque-là, et encore une fois, c'est là où ça pourrait être dangereux. Comme tu le dis, le professionnalisme, il a apporté au rugby des métropoles. Montpellier n'avait jamais marqué le rugby avant les années 2000. C'était un club qui connaissait un petit peu, qui avait dû connaître l'élite un petit peu, qui traînait souvent en deuxième division, mais qui n'était pas un gros club. Le Loup, tout le monde savait que ça existait, mais c'était pas un club de l'élite. Je pense même à Toulon, hein, qui est Oui. quand même un club plus historique, mais qui avait connu une vraie période de désert. On peut rajouter à ça que bah, y a Vannes en Bretagne qui essaye de percer, que Bègle s'est unifié avec Bordeaux. Donc Le grand retour du Racing aussi, hein, l'air de rien. le grand retour du Racing avec une identité moins francilienne et quand même de plus en plus parisienne, parce que maintenant on joue quand même à la limite de Paris et dans une enceinte qui s'appelle Paris La Défense Arena. Oui, et puis est-ce Euh, qu'aujourd'hui, il y a vraiment une identité Oui, ben, il y a une différence pour les Parisiens, pour les vrais Parisiens, il y a une vraie identité de Paris intramuros, mais c'est de moins en moins vrai, quoi. ben, Il y c'est a de ça. moins en moins de gens qui habitent dans Paris intramuros, tellement c'est impossible à... Euh, Et puis c'est ça. Et puis, alors, le rugby, c'est quand même aussi la bonne ambiance et les stades pleins. À défaut d'être grands, ils sont pleins et c'est aussi une certaine festivité. Le souci que j'ai, et on le voit quand même, par exemple, on en a parlé en préparant cette émission, le loup est super sexy à regarder de plus en plus. Ça prend de plus en plus forme. Ça joue bien au rugby. Il n'y a pas d'émulation pour le loup à Lyon. Déjà qu'on croise, alors pour y être allé il y a pas longtemps, on croise pas beaucoup de survêtes de l'Olympique lyonnais ou quoi que ce soit. Bah, encore moins du loup, hein, je peux vous le dire. Et Bordeaux, qui pourrait être un parfait contre-exemple, puisque Bordeaux, le rugby gagne en intérêt, ils réussissent à remplir Chabandelmas, qui est quand même un grand stade de France. Magnifique, quoi. C'est une grande enceinte en France quand même. Fonctionne, mais comment ça se passerait si les Girondins de Bordeaux en face étaient aussi au top? C'est la question qu'on se pose. Et Clermont-Ferrand, qui est aussi une grande ville, nous le prouve. Pour la première saison du Clermont Foot dans l'élite, c'est 4000 abonnés qui ont perdu l'ASM. Ouais, voilà, alors que, enfin, c'est un peu ingrat, hein, parce que pendant très longtemps, Bah voilà. Clermont-Ferrand, ça a été que du rugby, quoi. Mais Et quand même, quelles épopées, quoi.
Ben, c'est ça, et ça pose une question. En soi, c'est très bien que déjà le rugby se diversifie dans plusieurs régions. Ce serait top. Bon, on espère que ça viendra pas via le déménagement de Biarritz, mais qu'un club du Nord apparaisse, qu'un club de Bretagne apparaisse dans l'élite. C'est bien que le rugby ne se limite plus qu'au sud-ouest. Le problème, c'est qu'il faut pas créer des clubs sans âme qui donneront pas envie de regarder. Enfin, ça existe dans tous les sports, il suffit de regarder Dijon au football. Tout le monde s'en fout de Dijon au football. Enfin, les gens sur place, probablement qui vont au stade à Dijon. Mais ça n'a pas la popularité de l'Aviron Bayonnais et son fameux chant. Après, le souci, c'est que justement, les fiefs historiques du rugby, de par la disparition de grands clubs historiques, perdent un peu cet intérêt-là pour le rugby. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de parents qui ont peur de mettre leurs gosses dans les écoles de rugby parce que aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais le rugby ça fait peur. Les gens ont peur que leurs enfants se blessent, qu'ils aient des problèmes au cerveau, j'en sais rien. Et du coup, le fait que ces clubs, ces territoires-là vivaient par le rugby, par les grandes histoires de leurs clubs locaux. On pense à Perpignan, on pense à Béziers, mais après il y a plein de clubs comme ça. Il y a Lourdes, il y a Tarbes, il Et y Tarbes, oui, a Mont-de-Marsan, Caroche. Dax. Ouais, ouais. C'est des territoires qui ont quasiment que ça. Dans le sud-ouest, on joue plus au rugby qu'au foot. Ben, Et j'ai le envie de te fait de dire plus avoir que ce... Oui, vas-y. j'ai envie de te dire que le rugby les a placés sur la carte même aux yeux des gens. Bah oui. Euh, Et le fait de plus avoir justement ces grandes histoires et quelque chose à raconter, ça fait pas rêver les enfants. Et aujourd'hui, les enfants, ils rêvent de quoi? Ils ont envie de vivre des grandes histoires, d'être des héros. Et c'est de plus en plus difficile aujourd'hui déjà dans le rugby d'être un héros, puisque c'est quand même un sport ben, où il y a pas, où déjà il y a qu'un seul grand championnat entre guillemets, parce que c'est pas possible. Par exemple, au foot, les jeunes Français, ils peuvent aller jouer un peu partout. Mais au rugby, quand on est un jeune Français, on va pas aller s'enterrer en Angleterre, ou enfin ça arrive pas quoi. bah, c'est Il y a aucun risqué. intérêt, C'est personne le fait quoi. c'est risqué au niveau de la sélection. Kaiser n'y a pas trouvé de plus-value à y être. Julien Dupuis encore moins. Patrice Ouais, parce Collat. que personne regarde, hein. Personne regarde les autres championnats en même temps Oui, quoi. non, mais oui, Ils oui. sont pas diffusés. Déjà, ils sont pas diffusés avant de tout. Sur RMC Sport 2, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais. Tout... Déjà que le rugby a du mal à toucher en termes de téléspectateurs, puisque j'ai le chiffre sous les yeux là. Le choc de ce week-end en prime time, un dimanche soir. Donc l'affiche qui était réservée pour la Ligue 1 sur Canal+, le grand match, a réuni seulement 691 000 abonnés sur Canal+. C'est bon, pour du rugby, c'est pas mal, mais ça reste loin des chiffres qu'on peut avoir Ben, pour un match. Même, je crois, sans me tromper, dire que un match de l'OM, par exemple, quand il passait à 16h ou quoi sur Canal+, un samedi, il y avait au moins 1 million de personnes qui étaient devant, quoi. je vais même te dire que cette année, Canal+, qui est obligé de diffuser 2 matchs de Ligue 1, si je dis pas de bêtises, Mhm. et qui clairement essaye de montrer qu'ils ne les ont pas, puisque ils diffusent sur Canal Plus Sport et même parfois sur ce qu'ils appellent le week-end Ouais, Canal Plus sport Sport week-end. Week-end, qui est Canal Plus décalé. L'OM a fait à peu près les mêmes chiffres. Bah oui, et Sur une chaîne qui est quand même pas très bien exposée, que peu d'abonnés, enfin que tous les abonnés n'ont pas, puisqu'on peut ne pas avoir Canal Plus décalé. Ouais, ça montre la différence. Alors, l'OM est un exemple, l'OM est un exemple un peu particulier. C'est le plus fort, on va dire, en sport de club en France. Mais ça me fait penser à quelque chose qu'on a oublié de souligner, c'est que aujourd'hui, déjà le top 14 survit par Canal+. Bein oui. n'a pas l'air de vouloir s'aligner sur le rugby. À voir ce qu'Amazon et DAZN, qui commencent à arriver sur le marché sportif français, vont faire en termes de positionnement. Mais aujourd'hui, là, les clubs de rugby veulent des droits plus forts, veulent plus d'argent. Il y a aussi un truc qu'on a oublié de dire, c'est que Maxime Sada, qui est passé cet été dans l'after-foot pour parler des droits de la Ligue 1, justement, après Mhm. qu'il y ait eu tout le problème Mediapro, il avait expliqué qu'aussi, Canal+, expliquait que
de diffuser le top 14 ou même toute la Pro D2, c'était plus rentable que de diffuser toute la Ligue 1. Parce qu'il y avait des moyennes de téléspectateurs plus importantes. Mais on sait que ces moyennes de téléspectateurs, c'est parce que ces clubs sont aussi historiques dans leur ville. Perpignan, c'est une ville de rugby. Béziers, c'est une ville de rugby. C'est aussi pour ça qu'on fait des audiences. Si demain, les équipes, enfin les écarts de niveau, parce que les budgets deviennent... les écarts de budget deviennent fous, ou que on a des villes où le rugby plaît à personne, même si l'équipe est bonne, ces audiences-là ne vont pas fonctionner. Canal+ n'ira pas s'aligner. Si ça coûte trop cher de produire pour des matchs qui n'intéressent personne, la course à l'argent C'est la loi du marché, hein. la course à l'argent va se transformer en dégringolade. C'est la loi du marché. Et pour clôturer un petit peu ce passage-là, parce qu'on a quand même on va un peu traité le sujet en fond, et que le but n'est pas de se répéter, mais je sais pas toi, mais j'ai du mal à voir qui serait gagnant d'un rugby plus financier, hormis les clubs mécènes. Les diffuseurs, clairement, et les médias. Ben ouais, mais c'est donc même pas les clubs, parce que j'ai envie de te dire que Ah non, c'est sûr. Hein. les gros clubs, mais qui sont aussi historiques comme Toulouse, aujourd'hui je pense qu'on peut aussi considérer Clermont de cette manière. Je mettrais même peut-être aller La Rochelle, parce que même si La Rochelle, il y a quand même un président qui met de l'argent, c'est un territoire populaire. C'est un club qui existait aussi avant, notamment la famille Elissalde qui a été formée là-bas. Ont tout à perdre. Si eux se retrouvent en galère pour augmenter leur budget face au club mécène et qu'ils perdent leur place dans le gratin, ça va pas leur plaire. Et en face, t'as aussi des clubs comme Perpignan, justement, comme Castres, comme Biarritz, on pourrait parler de Brive, même de Bayonne, qui est aujourd'hui en Pro D2. Ces clubs-là ne pourront pas s'aligner non plus, parce que, pour l'exemple, par exemple, des deux clubs basques, le bassin de population et commercial n'est pas assez important pour aller plus loin, je pense. C'est pour ça que la fusion, que ça ne leur plaise ou pas, je pense qu'elle est inéluctable, parce que y a plus d'argent et qu'ils sont arrivés au maximum de fonctionnement sans mécène. Ces clubs-là ils vont pourrir au fond du classement, et certains vont disparaître. Après, il y a des exemples de clubs qui s'en sortent, notamment Bien Brive, sûr. avec Oui. le cœur. Après, on pense aussi à Castres, mais Castres, c'est vrai que c'est quand même les laboratoires et tout ça. Pendant Ouais, très longtemps. alors ça a été un club mécène, alors qu'il était historique, mais aujourd'hui, Pierre Fabre étant mort, un peu comme Biarritz Ouais, c'est avec ça. Capgemini, Ouais. avec le Serge fondateur de Kampf. Capgemini, oui, Serge Kampf. Ces clubs-là se retrouvent seulement historiques, et enfin, si demain ça coûte trop d'argent à l'industrie pharmaceutique Fabre ou à Capgemini de les sponsoriser, qu'il y a zéro rentabilité, aujourd'hui que c'est plus, on va dire, les équivalents de Robert Louis Dreyfus à l'OM pour mettre l'argent, les équivalents de Margarita derrière mettront pas l'argent. Ah il y a des exemples de clubs avec mécènes qui ont disparu. Hein. On pense notamment au club historique de la région Rhône-Alpes, Bourgoin, Bourgoin-Jallieu, oui, qui tout à était, fait. qui était géré par la famille Martinet Le traiteur intraitable. et qui a malheureusement disparu. Voilà. On peut même penser on peut penser à certains clubs qui ont un moment été mécènes, je crois qu'ils ne le sont plus. Béziers, à un moment, c'était Nicolin qui avait repris le club. Ça a jamais pris. Ça a jamais pris. Donc preuve aussi que d'ailleurs, un mécène ne permet pas forcément de Non, c'est pas une réussir. solution miracle, clairement. Hein. Ça demande un peu, ça aide, c'est sûr, mais c'est pas la solution miracle. Donc bon, on pourrait taper sur ce cas des transferts pendant des heures. Mais voilà, il nous semble important que ce débat existe pour commencer, puisque je pense qu'on a tous grandi dans un rugby festif où on a été marqué d'abord par le rugby amateur plus que le rugby professionnel. Et à force de parler de valeur du rugby, il faudrait peut-être aussi ne penser à ne pas les faire disparaître si on veut paraître crédible aux yeux des autres. Ah bah ça. Qu'en penses-tu? C'est clair que le rugby c'est avant tout, et je suis content que t'en parles, c'est avant tout le club du village, quoi. C'est ça. C'est Le le premier sport de province. contact avec le rugby, c'est d'aller voir
son oncle jouait le dimanche à 15h. C'est ça. Enfin, voilà, c'est les derbies, c'est les luttes de clochers, c'est les grandes histoires de rivalité avec le village voisin, juste parce qu'une fois, il y en a un qui a mis une baffe dans la mêlée, quoi. Ouais, ok, piquer la copine de l'autre, ouais. C'est les choses, c'est des choses très concrètes. Le rugby, c'est pas le football où il y a toujours un stadier ou une grille entre toi et le terrain. Le rugby, c'est l'envahissement du père de Imanol Rinordoki pour aller Oh sauver oui, son fils magnifique. pendant la bagarre, quoi. C'est Magnifique. ça, l'esprit rugby, c'est la proximité, quoi. Ou C'est un c'est sport de proximité, le rugby. Félicien du Love Story qui débarque à poil à Aguilera aussi. Ouais, Donc, non, mais voilà, quoi. C'est un sport mais absurde, quoi. c'est le sport de province, faut pas l'oublier, c'est le sport de province. À la base, c'est enfin, les deux clubs de Paris. D'ailleurs, sachez-le dans l'histoire du rugby, à Paris, il y a un club de rugby assez connu qui s'appelle Massif Central, qui a longtemps été le plus important club de rugby amateur qui a frôlé, je crois, le professionnalisme, qui a été fondé par des Auvergnats, d'où son nom. Donc voilà, ça veut tout dire. Bon, je pense on peut passer, mon cher Catalan, à la deuxième partie. La deuxième partie, oui. Qui va malheureusement, toi en tant que Catalan, ne pas trop te concerner, je pense. C'est savoir qui peut succéder au Stade Toulousain, soit le vendredi 24 juin, soit le samedi 25, selon. Je crois que c'est à cause du football qu'on sait pas encore. Est-ce Mais que déjà on sait si ça sera au Stade de France? Parce que, oui, ce sera au Stade de France. C'est confirmé, ce sera bel et bien au Stade de France, comme d'habitude, à une horaire prime time. Cette année, c'est sûr. On rappelle évidemment qu'on pose la question parce qu'en 2016, à cause de l'Euro, la finale avait eu lieu au Camp Nou. oui. À Barcelone, on rappelle que donc que l'USAP n'a jamais eu le droit de jouer au Camp Nou, mais le Racing Club de France ou le Racing 92 a pu y aller. Voilà, ça c'est dit. Et on rappelle aussi que les demi-finales cette année auront lieu au pays des Hermitage, puisque ce sera l'Alliance Riviera de Nice. Ah, d'accord. Voilà. J'avais pas fait. Un J'avais tr- pas. J'espère qu'il y aura pas de débordement de supporters niçois cette fois, hein. Oh, j'espère. En tout cas, c'est un très joli stade et les supporters concernés seront chanceux parce que l'accès y est assez sympathique et le cadre est aussi sympa. Bon, alors Pierre, qui va gagner le top 14? C'est une question qui est difficile à répondre aujourd'hui, puisque bon, évidemment, on n'a pas vu énormément de matchs pour l'instant. Je crois qu'on en est à la 7ème journée au moment C'est où on ça. parle. C'est ça. Euh, On vient de connaître la première défaite du leader. et oui, puisqu'on a eu ce week-end le choc entre Lyon et Toulouse. C'est ça. Probablement deux des équipes qui proposent le plus de jeux avec le moins de déchets, même si c'est pas encore les deux équipes qui mènent au classement, puisque Lyon est troisième et Toulouse premier. Pour l'instant, ouais, c'est difficile à dire parce que Toulouse propose un jeu qui est tellement clinique et a tellement écœuré ses adversaires dans le jeu. Je pense notamment au match contre Pau au stade Ernest Vallon où Pau fait une super première mi-temps où il profite justement de quelques erreurs de Toulouse qui ont fait beaucoup de fautes de main et qui a eu quelques imprécisions pendant la première mi-temps où le score à la mi-temps c'est 7-0 je crois pour Pau. Et ensuite on fait face à une équipe de Toulouse qui se reprend en seconde mi-temps de manière presque écœurante puisque Pau en seconde période encaisse un 38-3. L'entrée des remplaçants, souvent titulaires, a fait mal, oui. De manière complètement inverse de la physionomie du match en première mi-temps. Imposer un 38-3 en 40 minutes, c'est le Stade Toulousain. C'est une équipe qui a des joueurs probablement top 3 à leur poste à chaque poste, qui a des remplaçants de qualité et qui continue sur sa lancée depuis maintenant 3 ans avec l'émergence de la charnière Antoine Dupont, Romain Tamac. C'est une équipe qui connaît son rugby, qui doute très peu, puisqu'évidemment, quand on sort de saison où on gagne le titre de champion de France, le titre de champion d'Europe, encore une fois pour la 5e fois, c'est difficile de ne pas avoir la confiance et de ne pas croire en son rugby. Toulouse aujourd'hui, c'est une équipe qui me semble dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire sans les doublons qui vont arriver,
c'est une équipe qui va être très difficile à bouger, même si Lyon a montré les faiblesses de cette équipe. C'était quand même un match à l'extérieur, et puis on s'imagine bien que Toulouse gagnera pas tous ses matchs en championnat, parce que je sais pas si c'est déjà arrivé d'ailleurs. Non. Non, non, pas de souvenir. C'est quand même la saison de top 14 est très longue, comme on l'a dit, il y a les doublons. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand l'équipe de France joue en même temps qu'il y a le top 14, donc les joueurs internationaux sont absents. Et il y a aussi les blessures, évidemment, comme on les a évoquées dans le cadre des transferts. C'est très difficile aujourd'hui d'envisager pour une équipe de finir la saison régulière invaincue. Mais voilà, à part ce match à Lyon, Toulouse a montré que personne ne leur faisait peur, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que bon, bah, Toulouse, ça c'est pas une surprise, est l'ultra favori à sa propre double succession. Mais par contre, on voit sur les derniers matchs que peut-être le plus grand rival de Toulouse, c'est Toulouse lui-même. C'est de se croire peut-être trop beau. C'est peut-être aussi l'idée que on a pris un peu de marge, donc on va faire tourner. Et puis il y a toujours ce risque, oh ben une défaite, allez, oh une deuxième défaite. Et bon ben après, tu peux toujours commencer à douter. Personne n'est 100%, on va dire, imperméable à la pression quand même. Ouais, mais oui, Toulouse enfin, pour regarder quand même pas mal Toulouse, ça joue presque les yeux fermés. Et oui, on a cette impression que comme un peu le match de La Rochelle l'a montré, quand même quand ça va pas trop bien, euh, ils croient tellement en eux qu'ils provoquent la chance, quoi. Un peu Oui, comme c'est ça, ouais. un peu comme le carton rouge. Alors on va pas dire que le carton rouge est chanceux, alors même si on est tous les deux un peu différents dans la vie sur si le carton rouge était mérité ou pas. Mais voilà, encore une fois, Toulouse arrive à s'en sortir et un peu comme l'équipe de France de Deschamps jusqu'à pas si longtemps, même si là il y a eu une période un peu de doute. On a l'impression que ils surfent encore et toujours sur la vague des victoires et que rien ne peut les arrêter, hormis peut-être eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un cercle, enfin il y a une alchimie entre les postes clés qui changent pas à Toulouse, puisque Ah bah, l'ossature est énorme hein, quand il pense. c'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont une équipe qui se connaît, qui joue ensemble ultra souvent, puisque c'est des mecs qui jouent ensemble en club depuis déjà très longtemps, et c'est des mecs qui se retrouvent aussi à chaque fenêtre internationale. Donc, et puis il y a cette culture aussi à Toulouse du jeu, qu'on en parle tellement, du jeu de main, du jeu de Toulousain. C'est des choses qui marquent l'esprit collectif et qui font qu'il y a une culture de club presque aussi forte, je pense, que le Barça de Johan Cruyff. Cette philosophie du jeu, toujours, de la prise de risque, de la précision, et de se faire des passes et de se regarder jouer tout le temps, de toujours chercher la passe au pied ou quoi, qui font que dès qu'il y a un joueur qui rentre dans cette équipe, il arrive à en adopter l'ADN, puisque Ça facilite son insertion. c'est l'équipe de l'esprit rugby Toulouse, quoi. C'est le club aujourd'hui où quand il va, tu sais que ça va jouer, quoi. Et donc Je soit suis tu d'accord. t'adaptes et ça fonctionne bien, soit mais après souvent c'est quand même ce que les joueurs ont envie de faire, donc c'est la place à la créativité, quoi. Et j'aime bien le parallèle avec le style Cruyff et la doctrine Guardiola qui a suivi. Je dirais aussi que Toulouse, là où parfois les équipes de Guardiola, le Barça et aussi un peu l'équipe d'Espagne qui a forcément aussi été imprégnée de ça. Le stade toulousain, notamment via une image très connue de Guinoves qui siffle avec ses doigts et qui montre trois doigts, euh, tout en ayant son identité et en prônant le jeu au maximum, a quand même cet esprit de pragmatisme, Oui. de marquer les points quand il faut, que quand ça va pas, on va pas faire les fous et on va soit endormir le match, soit on va se protéger avant d'aller marquer. C'est vrai qu'on retrouve le Toulouse, en fait, c'est le Stade Toulousain qui joue en ce moment. Après des années un peu de tergiversation dans le style, dans les éléments, dans les résultats, on a retrouvé ce qui fait l'essence du stade, je pense. Et oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est difficile d'imaginer quelqu'un qui peut les renverser sur un match important. J'avoue que je ne vois pas trop, même si, comme on va le voir, il y a des équipes qui nous intéressent.
Et t'avais notamment soulevé une équipe qui nous fait pas rêver pour le moment, mais force est de constater qu'elle est quand même, elle est là, c'est l'UBB. Oui, le Bordeaux-Bègles, clairement, pour moi, aujourd'hui c'est le deuxième du classement, donc c'est un peu facile de dire que bah oui, le deuxième du classement à l'instant T est la principale menace pour le champion en titre. Mais de par cette volonté toujours de proposer quelque chose d'intéressant et d'être précis et de faire un match total, c'est-à-dire jouer les 80 minutes à fond de Christophe Furios, qui est probablement un des entraîneurs les plus exigeants du top 14, qui se repose jamais et qui est jamais satisfait. De par ces exigences-là, c'est un club qui propose beaucoup de choses, mais qui pour l'instant, même s'ils sont deuxième du top 14, sont pas forcément encore sur leur niveau de croisière, puisqu'il y a eu quelques matchs où ils ont eu des soucis. Je pense au premier match de la saison quand ils ont joué chez le promu à Biarritz et qu'ils ont perdu en faisant un match qui était Et ils étaient à côté, hein. Ils étaient passés à c'était côté. ouais voilà ils l'ont reconnu eux-mêmes hein, en conférence d'après match, ils sont passés complètement à côté et ils ont pas joué leur rugby. Alors ils se sont vite repris puisque après ils ont plus perdu de match. Mais même je trouve que c'est toujours poussif parce ils ont eu justement cette possibilité de gagner le deuxième accro qu'a connu Bordeaux-Bègles, C'est c'était à Castres. Castres. Mm. À Castres où ils font un match qui est un bon match à l'extérieur où ils ont même l'opportunité de le gagner mais qui le perdent à cause du pied de Jalibert. Ils ont aussi la chance de bénéficier d'un carton rouge sur ce match-là. Ils en profitent pas. C'est pour ça que je pense que pour l'instant, Bordeaux-Bègles est peut-être la deuxième équipe en tant que en termes numériques au point. Mais il faut vraiment attendre le moment où cette équipe-là va arriver à régler ses problèmes, notamment peut-être d'imprécision au pied, de gestion de la pression aussi, je pense, et régler les dernières choses, les derniers paramètres. Je pense que cette équipe-là peut arriver à faire quelque chose de grand, puisqu'on arrive à. Je sais plus exactement depuis combien de temps ça fait que Christophe Furios a pris l'équipe, mais on peut penser que l'effectif est arrivé à maturité à Bordeaux, et que c'est peut-être leur année. Et il faut pas oublier que l'année dernière, il bute en demi 2 fois contre Toulouse, donc contre le champion. C'est ça. Peut-être que dans un affrontement final, ben on sait jamais, ça peut être différent. Mais c'est vrai que l'UBB me fait une plus belle impression qu'en comparaison à La Rochelle, qui pourtant sort de 2 finales. Après, ma petite peur, alors t'es pas forcément d'accord, je crois, là-dessus. J'ai un peu peur qu'elle soit quand même pas mal Jalibert dépendante et encore plus dépendante de sa charnière avec Maxime Lucu. Donc, bon, personnellement, j'attends quand même de voir comment ils vont s'en sortir pendant la trêve internationale, enfin pendant les doublons. Même si il y a notamment les Sgourg, y a de quoi faire à Bordeaux, mais j'ai peur que sur des matchs serrés, ça fasse la différence, mais que cette fois, ça pende en défaveur de Bordeaux-Bègles. Bon, moi j'ai envie de croire en Christophe Furios et sa philosophie du rugby et surtout ses légendaires gueulantes d'après-match. Ah bah, Ça a fonctionné partout hein, pour Christophe Furios, puisqu'on rappelle il a fait monter Oyonnax en top 14 en 2013 après avoir gagné la Pro D2. Ça a fonctionné évidemment avec le Castres Olympique, il les amène jusqu'au titre en 2018, c'est ce qui est vrai. quand même un Un petit exploit exploit. hein, Oh, quand même. Hein, c'est un grand exploit. qu'on C'est un espérait, grand exploit. on espérait pas, je pense pas qu'on espérait en avoir autant avec Christophe Furios. Ouais, il faut rappeler quand même qu'il est arrivé à Bordeaux en 2019, qui prend un club depuis quelques années joue les premiers postes en top 14, mais qui manque toujours de passer le cap et d'arriver à jouer une finale justement. Et que pour l'instant, depuis 2019, c'est quand même des résultats intéressants. Ils ont été demi-finalistes en Challenge européen en 2020. L'année d'après, ils sont demi-finalistes en Coupe d'Europe, dans la grande Coupe d'Europe, et demi-finalistes de top 14. Donc, à voir. À voir l'Union Bordeaux-Bègles avec évidemment les doublons et tout ce que ça peut engendrer, les blessures et les déplacements un peu risqués, je pense, dans les villes les plus au nord de la France qui peuvent arriver, quoi. On est d'accord. On est d'accord. Et puisqu'on faisait la comparaison avec La Rochelle, on va enchaîner sur les maritimes. Euh, alors, bah,
on est obligé un peu de mettre La Rochelle en favori, évidemment. Ils sortent d'une saison quand même exceptionnelle pour le club, de finale, de défaite contre un grand Toulouse. Euh, Néanmoins, ils ont laissé quand même des points en route en début de saison, puisque ils perdent leur premier match. Ils se retrouvent un peu en fond de classement pendant quelques journées. Il y a une spirale négative qui s'était un peu installée. Ça va un peu mieux. Ils sont remontés au classement. Mais, euh, mais est-ce que La Rochelle n'a pas raté le coche? Est-ce que ça va suffire pour La Rochelle selon toi? Pour le top 6, ça risque d'être serré cette année, je pense. Surtout, bah après, il faut pas oublier que il y a toujours cette histoire de calendrier avec sur les premiers matchs une équipe qui enchaîne 2 déplacements de suite. Bon, La Rochelle, ils ont pas eu, ils ont eu la malchance d'enchaîner le déplacement sur la semaine 2 et la semaine 3. Ils ont joué d'abord au Racing, qui même si c'est une équipe qui pour l'instant n'a pas encore trouvé complètement ses marques et son collectif, est toujours un déplacement compliqué, puisque c'est quand même une équipe sérieuse de ce top 14. Ils sont ensuite allés jouer à Clermont, qui était une équipe aussi en plein doute, puisqu'ils n'avaient pas forcément très bien commencé non plus. Mais clairement, se taper 2 déplacements sur les 3 premières journées, c'est pas facile. Ils ont ensuite réussi à se reprendre contre le promu et à enchaîner avec une autre victoire, puisqu'ils ont joué encore. Enfin, non, ils ont pas enchaîné, du coup, je dis de la merde. Euh, mais ils se sont rassurés un peu face à Biarritz en leur implantant presque 60 points. Donc, forcément, ça fait du bien au moral. Je pense que le match contre Castres et la victoire, notamment parce que c'est une équipe qui est très joueuse et qui connaît ses bases et qui a pas peur justement d'aller faire des résultats à l'extérieur, à rassurer le public et les joueurs rochelais, puisque bah, ensuite ça enchaîne contre une victoire à l'extérieur à Brive, qui est un déplacement Oui, qui est qui est jamais évident. jamais, oui, jamais simple. On l'a Et, vu euh, cette année encore. et puis après, je pense qu'il faut maintenant dans le rugby, dans le top 14 moderne, il n'y a plus vraiment d'endroits où on ne gagnera pas. Ça a été un mythe pendant très longtemps de la forteresse imprenable, De Clermont. d'une équipe qui perd jamais ses matchs à domicile et qui arrive à grappiller certains matchs à l'extérieur. On voit qu'aujourd'hui, surtout depuis les huis clos du Covid notamment, mais même avant ça avait déjà commencé, aujourd'hui c'est presque devenu impossible de rester invaincu chez soi toute la saison. C'est le privilège de peut-être une voire 2 équipes maximum dans l'élite. Et qu'aujourd'hui, bah, justement, perdre des points à domicile, bon, c'est embêtant, mais il y a toujours des équipes chez qui on va pouvoir aller faire un résultat, donc au final, c'est pas si grave. Je pense que La Rochelle, c'est une équipe qui peut peut-être douter du fait de ses parcours précédents et ses défaites en finale, un peu à l'instar d'un Clermont-Ferrand dans les années 2000. C'est sûr qu'au bout d'un moment, ça joue, même si on n'atteint pas ces proportions-là, mais c'est quand même une équipe où il y a des joueurs qui ont l'expérience du haut niveau, mais aussi des joueurs qui sont en croissance personnelle et mentale, des types qui sont en train de s'adapter aussi à ce haut niveau et à ces exigences. Et donc c'est une équipe qui, je pense, peut arriver malgré tout à jouer les premiers rôles dans le top 14. Bah, j'ai envie de te dire aussi que il va falloir en profiter, mais il va y avoir les doublons où ils sont un peu moins touchés que d'autres équipes. C'est là que, et également pendant le tournoi, hein, ils ont évidemment des internationaux, mais il y a des clubs qui, je pense, alors dernièrement on avait souvent le Racing dans ce cas-là, mais qui n'est pas touché par toutes les sélections du 6 Nations. Euh, c'est aussi quelque chose qui peut faire pencher la balance. Ils peuvent se rattraper ce mauvais début de saison à la tournée et au tournoi. Oui, c'est ça. Le tournant de la saison, ça sera la tournée d'automne et après, plus tard encore, le tournoi Destination qui va finir par mettre le dernier clou de cercueil aux équipes qui étaient déjà un peu mal en point à cause des doublons, quoi. Il faudra C'est voir. clair. On va enchaîner avec un autre favori, en tout cas une équipe dont on voulait parler. Et ça tombe bien puisque elle vient de faire chuter le champion de France et champion d'Europe en titre, c'est Lyon, le Loup. Euh, qui après, alors personnellement, ne m'avait jamais convaincu dernièrement, depuis l'arrivée même de Mignoni, parce qu'on en entendait beaucoup. On se disait que ça allait devenir un vrai poil à gratter.
Ça marchait pas, quand même pas mal, faut pas non plus dénigrer le travail qui avait été fait, mais on pouvait s'attendre à un petit peu mieux. Mais cette année, ça a l'air d'être la bonne. Ça a l'air d'être un vrai outsider pour la finale, ouais, à minima. Ça joue bien. Il y a des joueurs qui ont, à mon sens, beaucoup progressé, comme Baptiste Couillou, qui a profité de ses présences en équipe de France en tant que numéro 3, puis maintenant un peu numéro 2, parce qu'avec la blessure de Baptiste Serin, je suis pas certain que Fabien Galtier le relègue de nouveau à la troisième tunique de neuf. Ah bah avec le match qu'il nous a sorti face à son frère au Biarritz Olympique, Contre Baptiste Barnabé. Couillou, il montre quand même de très belles choses pour un demi de mêlée de 24 ans. Je pense que si par malheur on n'avait pas la chance d'avoir un mec comme Antoine Dupont, à une certaine époque, il aurait pu être un titulaire indiscutable en équipe de France. Ah bah, il serait peut-être même capitaine d'une équipe de France à On a de terme, la hein. chance quand même, hein, d'avoir un tel vivier en ce moment. Bah, je suis partagé entre agacement parce que pendant des années on a trimé à ses postes et on a eu une équipe de France vraiment mauvaise et en même temps bah, vaut mieux que tout arrive en même temps, qu'on soit solide autant sur le banc que sur la feuille de match et que bah, on va peut-être soulever notre premier trophée Web Ellis. On le souhaite, hein, France 2023, hein. On Il y a- attend tous avec impatience la Coupe du Monde. Maintenant, c'est le prochain grand objectif. Et on va pouvoir voir où on en est aussi parce qu'il y a quand même du chemin à faire, on va pouvoir un peu mesurer ça face aux All Blacks bah, dans un mois pile presque, Mm. au moment où tourne cet épisode. Mais Donc, pour revenir à l'effectif de Lyon, c'est une équipe qui est très intéressante puisque d'un côté, il y a des jeunes comme Demba Bamba qui ont 23 ans pour un pilier, c'est très jeune, hein. À une époque, à 23 ans, on était encore avec les espoirs, quoi. Et on n'était pas sûr de passer et de t'étais passer sage. le cap, qui est entouré de joueurs qui ont de l'expérience. On pense à Xavier Choki quand même, qui est pas, c'est pas n'importe qui à son poste, même si aujourd'hui il est plus il est plus sur le banc. On passe à des Sébastien Taofifénois, c'est des mecs qui ont l'expérience du haut niveau. Pareil Bah, tu Sova pour Guillaume derrière. Marchand. Enfin, on a des jeunes, dans cette équipe-là, on a des jeunes qui sont très talentueux. On pense à Guillaume Marchand, on pense à Baptiste Couillou, Kylian Gérassi, comment les oublier, Félix Lambé, même Félix Lambé, ouais. s'il est un peu moins jeune. Mais c'est une équipe qui a aussi beaucoup de joueurs avec l'expérience du haut niveau. Par exemple, pour accompagner un Baptiste Couillou, il y a un Jonathan Pellissier. Mhm. C'est quand même un professionnel accompli. Il y a Jean-Marc Doussin au poste de demi d'ouverture. Il y a des Joshua Tuisova, il y a Naka Itasi. Enfin bref, c'est pas une équipe de genoux, mais il y a toujours ces espoirs-là du rugby qui sont, pour qui on espère qu'ils vont confirmer tout ce qu'on dit de bien en eux, et qui pour l'instant le font. Mbabamba, moi je me souviens du match contre l'USAP qu'il a fait, où il nous marque un essai en faisant une percée, enfin c'était honteux, mais bon, quel match. Oui. Oui, oui, complètement. Et faut pas oublier non plus que. On a oublié Dylan Cretin, tiens, d'ailleurs, on n'a pas Oui, cité, on pense à lui, oui. qui a pas été exceptionnel encore, je trouve, en équipe de France, mais qui est en top 14 et plus qu'intéressant. Mais oui, oui, Pierre-Louis Barassi aussi, hein, oui, qui va partir, malheureusement, à le Toulouse. futur Toulousain. Ouais. Ouais, c'est pas de chance pour eux, parce que bon, ben, c'est quand même un sacré client. Mais ouais, ouais, probablement qu'on est arrivé à l'année de la maturité, côté lyonnais. Et c'est presque dommage de voir que ça prend. Alors, il y a du monde au stade hein, à Gerland, mais c'est dommage de voir que cette équipe n'a pas encore soulevé les foules localement parlant. Bah, c'est ce qui est dommage en plus, c'est qu'ils ont la chance de bénéficier du déménagement de l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium, puisque pour récupérer un stade mythique comme celui de Gerland, enfin pour les gens qui ont grandi dans les années 2000, Gerland c'est les plus belles soirées de Champions League dans ces années-là, c'est les buts de Karim Benzema, c'est les coups francs de Juninho, enfin c'est l'histoire du sport, enfin du foot et du sport lyonnais de ces années-là. Moi je sais que si j'habitais à Lyon, je serais pas loin de préférer d'aller voir un match à Gerland pour me rappeler ces souvenirs-là, quitte à ce que ce soit du rugby, tant pis, entre guillemets.
Parce que c'est l'enceinte aussi qui est légendaire, c'est pas forcément uniquement ce qui s'y passe. On va bien visiter des stades qui sont vides. L'enceinte fait partie et est un personnage au même titre que peut l'être le 16e homme, qui est le supporter au rugby, et l'équipe. C'est le stade, c'est l'environnement, c'est quelque chose de mythique, et c'est dommage que je trouve que, parce que, je sais pas, il pourrait y avoir une émulation autour du rugby, notamment parce que c'est aussi une activité sympa. C'est c'est plus accessible aussi d'y aller, je pense, d'aller au stade avec ses enfants voir un match de rugby que de voir un match de foot. Parce qu'on le voit, les débordements, bon, sans vouloir taper sur les supporters de foot, hein, parce qu'on les aime et que sans eux, ça serait pas pareil. Mais on n'a pas du tout la même passion au rugby dans les stades qu'on peut avoir au foot. Il y a jamais, il y a rarement d'envahissement. Je crois que le dernier incident au stade, c'est quand les supporters bitérois se sont introduits dans l'enceinte du stade et ont jeté des fumigènes sur la pelouse lors du match contre l'USAP l'an dernier. C'est pas au niveau de ce qu'on peut voir au foot où on peut voir des Dimitri Payet se prendre des bouteilles pleines dans la Bon, tronche ça c'est un pas. week-end sur deux. C'est pas si grave, hein, pour le coup. Non, mais c'est des événements qui arrivent pas au rugby, quoi. C'est quelque Ben, chose le rugby est un sport qui est plus familial et notamment il y a énormément de clubs qui jouent là-dessus. Je pense au Racing et qui met un point d'honneur à avoir une sécurité énorme autour du stade, tant et si bien qu'on peut même pas rentrer avec un paquet de clopes, quoi. et j'ai envie de te dire que ce que tu as oublié peut-être de mentionner aussi pour l'attractivité du lot, c'est que Gerland se trouve quand même en ville. C'est ça, ouais. L'accès est assez simple, c'est pas trop long. Bon, forcément un peu les jours de match, hein, mais en mobilité, on est quand même sur quelque chose d'assez pratique. C'est dommage et c'est même presque inquiétant de voir que avec les bons résultats, ça soulève pas les foules, même si l'affluence du club augmente depuis qu'ils sont à Gerland et il y a une croissance quasi exponentielle. Oui, même s'ils ont dû fermer les Voilà, virages, c'est quand même quelque chose, quoi. Passer voilà, de passer jouer à Gerland, c'est forcément positif. ouais, voilà. Bon, on va peut-être passer justement puisque tu en as parlé du Racing, on va peut-être parler du Racing. Le Racing, c'est compliqué, c'est difficile. Je sais pas si c'est peut-être la lassitude ou mais pour moi il y a clairement il y a un problème avec cette équipe. Ça peut, ils ont les joueurs pour proposer un rugby hyper intéressant et technique et collectif et tout ce qu'on peut dire de positif sur le jeu. Mais il y a pas la passion, il y a pas de grandes envolées, on se sent pas transporté quand on regarde un match du Racing. C'est une équipe qui se contente du score et qui va pas forcément faire grand chose de plus. Et au-delà de ça, il y a eu beaucoup d'erreurs, je pense notamment au match contre le Biarritz Olympique, où le Racing a eu énormément de déchets. Dans la finition et dans le jeu en général, ils ont été très mauvais en touche, pas forcément beaucoup mieux en mêlée. Et après, c'est aussi une équipe qui a du mal à rassurer à domicile, puisque bon, ils ont fait un match contre l'USAP où ils ont gagné de manière presque miraculeuse, alors que bon, on parle d'un promu qu'on reçoit chez soi. Normalement, on doit en faire qu'une bouchée, quoi. Je regarde les déplacements de l'USAP, on a pris une étoile presque partout où on est allé. Le Racing, ils ont fait des matchs un peu poussifs à domicile. Une victoire 24-20 contre Lyon. Euh, la victoire contre l'USAP, c'est pas rassurant. Et puis après, à l'extérieur, bon, ça fait, à l'extérieur, ça fait pas rêver, ça gagne pas, quoi. C'est très moyen pour l'instant. Alors, c'est pas aussi inquiétant que Toulon, puisque ils arrivent quand même à assurer malgré tout ces 5 victoires pour 2 défaites. Mais on sent qu'il y a peut-être cette forme de d'oisiveté et de se reposer sur ses lauriers qui, je pense, au fur et à mesure que la saison va avancer, peut plonger le club dans une phase négative. Ouais, je vais nuancer quand même les propos. Alors, est-ce que tu vois une cause à effet de la présence du Premier ministre dans le vestiaire catalan pour expliquer la mauvaise performance et la peur des Racingmen?
Ah ben, j'ai pas remarqué, en tout cas, qu'il y ait eu de pression de la part de Jean Castex sur l'arbitrage ce jour-là, hein. On est d'accord. Non, pour être plus sérieux, encore une fois, le Racing, on fait quand même assez souvent ce constat. Et comme tu l'as dit, bah, c'est pas dingue. N'empêche que c'est quand même bien placé et que chaque année, ils sont quand même dans la discussion d'une manière ou d'une autre. Et voilà pourquoi cette année dérogerait à la règle, surtout que bah, le début de saison n'est pas parfait, mais justement, C'est qu'il peut y avoir que du mieux dans ce cas-là, oui, ils c'est peuvent, sûr. ils peuvent progresser. Et dans ce cas-là, ça sentirait quand même mieux du côté de la défense. Le quartier, pas le secteur défensif, même si ce serait aussi le cas. Euh, c'est pour ça que je me méfie quand même toujours du Racing. Ils ont quand même cette culture des playoffs désormais. Ils sont toujours là. J'ai l'impression même que parfois d'être un peu dans l'ombre, ça leur va pas si mal que ça. Bah, ça met clairement moins la pression sur les joueurs, et puis bon, sans le Racing, c'est quand même une ligne d'arrière qui est très impressionnante avec des Bah, mecs comme une, une paire de centres internationales ensemble. Hein, il y a Fikou, Vakatawa, il ouais. y a Juanimov, il y a Teddy Thomas, même si bon, Teddy Thomas, on sait sa régularité. Il y a des mecs comme Kurt Lebill, enfin Ouais, la charnière est c'est pas des sympa rigolos aussi. quoi. Ouais, la charnière est sympa aussi quand même. Donc, Ouais, même si je trouve que Finn Russell il souffre un peu. ben, j'ai envie de te dire que c'est l'image d'absolument tous les bons joueurs d'autres sélections du monde quand ils viennent en France. C'est toujours très compliqué. Il y a toujours une période un peu meilleure, mais c'est jamais, C'est c'est jamais difficile, ouais. parfait. Ouais. Et puis là, c'est encore plus difficile parce qu'en plus, derrière, ben, en remplaçant, t'as un jeune Antoine Gibert, je sais pas qui c'est. Et Euh, qui, surtout, qui est pas mauvais. Qui est pas mauvais. l'ancien grand 10 de l'USAP, en la personne de Ben Vola Vola, qui a fait un Qui match revient de près, oui. Qui revient de ouf, près. qui est égal à lui-même, hein, qui a fait une très bonne fin de saison avec l'USAP, mais clairement, c'est tout. On a tous été un peu surpris d'ailleurs que le Racing le veuille à ce point. On pensait qu'ils allaient nous le laisser, puisque bon, c'est un Fidjien, quoi. Ben, je crois que la décision de le garder est liée au fait que c'est surtout un choix pour pallier le départ de François Trenduc. Oui, et puis Euh, parce que clairement, deux demi d'ouverture, c'est compliqué à tenir pour une saison. ben, surtout si t'en Ça as un met qui beaucoup de part, pression sur le jeune français, quoi. surtout si t'en as un qui part avec l'Écosse en tournée Bah, ouais, il va y avoir ça, il va y avoir et aussi pendant les 6 nations. les Fidji, enfin bref, hein, tous Ah oui, oui. le problème des internationaux. Mais c'est vrai que clairement, bon, Finn Russell, il a une opposition qui est un peu facile, parce qu'il sait que derrière, a priori, bon, Ben Vola Vola, il est plus vieux que lui en plus. Il joue pas si bien que ça, c'est pas flamboyant, donc il joue aussi peut-être un peu avec cette confiance-là, et peut-être qu'à ce poste-là, justement, il mériterait le Racing d'ajouter quelqu'un dans la rotation pour qu'il y ait un peu de concurrence et qu'il vienne pousser au cul un peu quoi. Que ça élève le niveau de chacun. C'est ça, ouais. On est d'accord. On est d'accord. Alors, on n'avait pas forcément préparé d'en parler, mais puisqu'on adore l'Aveyron, et évidemment ils vont nous taper dessus en disant ça, on va parler du Castres Olympique, Le Castre Olympique, qui ouais. n'est pas dans l'Aveyron pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est un petit peu Running gag, voilà, du rugby Nister notamment à l'époque. la Castres boucherie au serait, Wally. voilà, Castres serait dans l'Aveyron. Castres, moi je les vois rien faire, mais ils sont quand même bien placés comme à chaque fois. C'est un peu cette équipe de vaillants. Castres, les éternels, C'est ils c'est sont le, à l'image de leur ville, personne sait vraiment où c'est, mais par contre, ils se rappellent à ton souvenir à chaque fois que tu y vas, quoi. Disons que ce que tu retiens le plus de la ville, c'est son gentilé. Ah Voilà, ben, toujours. Non, mais c'est vrai que Castres, je vois pas l'effectif assez solide, surtout qu'ils ont perdu Jelonche. oui, c'est clair C'est- que ça, c'est un départ qui est compliqué. Après, ils ont ah, fait un mercato qui est pas complètement dégueulasse, hein. Ils se ah sont ben, rattachés les services d'un mec comme Botica, ils sont qui est quand toujours même, intelligents hein, dans le mercato. Hein. C'est toujours une équipe qui recrute intelligent parce que ils mettent pas des 100 et des 1000 dans les contrats.
du coup, ils sont obligés de réfléchir à ce qu'ils font, et c'est toujours très juste, le recrutement de Castres. Et puis il y a des mecs qui jouent quand même très très bien au rugby. Ils font confiance aussi à certains jeunes, notamment bah, ils sont allés chercher Quentin Walker qui avait fait une super Oui, saison au poste de pilier avec l'USAP. Il y a Gaëtan Barlow oui, oui, qui qui était joue de... très très bon à son poste, mais qui souffre justement du fait il y a tous les talonneurs toulousains. On a oublié Wilfried Patin aussi, qui Oui, est de Ounk plus en Patin qui a été qui est qui monstrueux. va Qui est probablement être sélectionné, hein. Ah, il est dans les 42, et Voilà, et il est monstrueux. qui va probablement aller au moins faire la tournée, je pense. C'est une équipe qui a des mecs à chaque poste pour pouvoir faire quelque chose, clairement. Et ça sera pas une surprise, à mon avis, si peut-être ils viennent titiller ce top 6, même si je pense que du fait de la puissance des autres équipes, c'est difficile pour un club comme Castres d'espérer autre chose que la sixième place grand max, je pense. Oui, Parce oui. parce que enfin, en face, il y a tellement de gros clients et des équipes qui, je pense, vont faire des remontées. Je pense que ça risque d'être un peu court peut-être pour une équipe comme Castres, mais qui est toujours une équipe difficile à bouger chez soi, comme on l'a vu contre Bordeaux hein, pendant le choc où ils ont réussi quand même à conserver leur match nul alors qu'ils étaient à 14. C'est une équipe qui est solide, qui sait ce qu'elle fait et qui souffre de difficultés qui leur sont propres hein, du fait du budget évidemment, puisque c'est pas un club d'une ville énorme avec un gros mécène. C'est un club qui a des difficultés sur ce point financier, mais qui a du cœur et surtout un gros public aussi. Oui, à Une défaut vraie culture de d'avoir supporterisme. à défaut d'avoir un excellent speaker, parce que c'est une petite dédicace à mon père, n'en peut plus d'entendre le speaker du Castres Olympique qui est insupportable. Voilà, je suis désolé pour ce monsieur, il y est pour rien, mais il fallait en placer effectivement oui, le public castré, il est toujours au rendez-vous, c'est- ça participe à bien jouer, hein, on peut pas le nier. Bah forcément, ouais, quand on défend et qu'il y a toute la tribune derrière qui pousse avec l'équipe, je pense que ça fait la différence hein, parfois. Et pour aussi un peu conclure, on a parlé surtout des jeunes et on en a oublié un, c'est important parce qu'il est aussi dans les 42, c'est Florent Van Verberg, Oui, le deuxième ligne qui lui aussi est en train de changer de dimension. Mais il y a aussi des expérimentés. Alors il y a l'éternel Rory Cocotte, il y a Beniamino Urdapieta pour la charnière également. Il y a Cambezou, enfin il y a quand même des mecs qui connaissent le top 14 il y a le frère de, comment il parfaitement. s'appelle, le frère de Tuisova. Oui aussi, oui, j'oublie toujours son nom, hein, je l'aurais pas. C'est Nakosi. C'est ça. J'ai pensé à Antoine Tichit aussi qui commence à avoir une belle bouteille en top 14. Ah oui, il y a des joueurs à expérimenter, hein, clairement. C'est pas ce qui manque, hein. Il y a même Julien Dumora, par exemple. Il y a Guillamon aussi. Non, mais c'est une équipe Ouais. qui a de quoi faire. Après est-ce que c'était pas aussi le cas on aurait pu aussi dire la même chose à l'époque où l'USAP est l'année où l'USAP est descendu. Ah bah bien sûr, bien C'est sûr. pas, il faut pas justement, ouais, souvent, bah, c'est pas parce que sur le papier une équipe semble assez fournie à chaque poste et qu'il y a des jeunes prometteurs qui sont accompagnés de mecs expérimentés que ça fonctionne toujours. C'est pour ça que on donne notre avis, mais personne se prend pour Madame Irma, quoi. Et c'est pour ça qu'on va voir Castres éventuellement jouer le top 6, mais on va malheureusement un peu fermer les portes pour aller plus loin. C'est Je difficile. pense. Après, sur un seul match, surtout aujourd'hui où les équipes jouent plus les demi-finales à domicile comme ça a pu se faire à une époque, c'est euh, Oh là, c'est une possibilité. ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu de demi-finale à la maison. Ouais, maintenant que tu le dis, ouais, je me Ah dis bien ouais, merde. je sais pas si on l'a connu nous-mêmes, Pierre. Ouais, Non, mais c'est vrai que sur un match, quoi qu'il arrive, de toute manière, ça se joue, quoi. il peut tout arriver. Ça peut se jouer sur des faits de jeu, hein. Et s'il y a une équipe qui nous l'a démontré, c'est bien Castres. Ah ben. C'est bien Castres. Donc Après, bon, il y a plus Christophe Furios sur le banc c'est pour vrai, gueuler dès que ça va mal, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Bon, on va parler d'une équipe qui nous plaît pas mal aussi, qui sera probablement limite
pour aller jouer le titre, mais si elle progresse autant et longtemps dans la saison comme ça, Pau, on va aller les chercher, la section Palace, on va aller la chercher en haut du classement si ça continue. La section, c'est une équipe qui est assez compliquée à analyser, notamment de par leur performance un peu en dents de scie. Ils ont fait une très bonne première mi-temps contre Toulouse, où ils ont su jouer leur jeu et aller pousser les Toulousains à la faute, mais en deuxième mi-temps, ils ont pris la foudre. Ils ont fait un super match à Perpignan, où du coup, ils ont grappillé leur victoire à l'extérieur. Mais après, c'est aussi des matchs un peu moins flamboyants, un peu moins maîtrisés, notamment celui contre Montpellier, où ils gagnent d'un point. Et puis cette défaite toujours à Brive, qui est un déplacement qui est compliqué certes, mais bon, Brief qui est à un bien moment placé, hein. il faut y jouer un peu. Pau, c'est une équipe qui peut être le trouble fait dans ce top 14, puisque c'est quand même une équipe qui a des joueurs de très haut niveau, malgré tout, et qui joue un peu décomplexé. C'est pas faux, ouais. Qui C'est vrai qu'ils ont a- rien à perdre, quoi. À part la descente, Oui, c'est disons, ça, mais a priori cette année, c'est il y a pas les moins premiers clients, ouais. Ça il y a sera moins de pas. risques, il y a moins de risques pour la descente quand on voit le niveau qui est proposé par les promus, malheureusement. C'est pas a priori on ne devrait pas avoir de surprise énorme sur le 13e et le 14e, donc c'est vrai que les autres équipes peuvent jouer avec moins de pression et se dire que on peut tenter certaines choses et faire des impasses pour se concentrer sur d'autres matchs. Et puis voilà, il y a des mecs du côté de Pau qui savent jouer au rugby et qui le montrent. Et quand ça joue très bien quoi. Mais après, comme tu l'as dit, notamment là, contre Toulouse, peut-être que la profondeur d'effectif va peser, hein, dans le du mauvais côté pour Pau. Mais c'est dommage parce que vraiment le 15 titulaire est plus que flamboyant. Et j'ai envie de dire que vraiment c'est une vraie perte que Antoine Astoy parte là, c'est en fin de saison, si je dis pas de bêtises, c'est en fin de saison, pour aller du côté de La Rochelle parce qu'il apportait vraiment il a apporté on va dire cette organisation de son orchestre de manière assez magistrale dernièrement. Il a vraiment pris une dimension. Et pour la saison même, à voir si justement Galtier va le garder dans les 28 qui restent à disposition toute la semaine pendant les tournées et les tournois. Parce que ne pas en bénéficier pendant les doublons, ça pourrait aussi faire mal à Pau. Alors que si Galtier le laissait à disposition de Pau, la surprise paloise, elle pourrait prendre forme justement en février et en novembre. Disons que pour Pau, il y a toujours cette espérance du fait que le vivier au poste de numéro 10 aujourd'hui est énorme. Il y a des mecs comme il y a Anthony Bello, je pense à Jalibert, Antamac, Carbonel. Astoy, Carbonel, il y a un tel vivier aujourd'hui que globalement le poste de 10 on va avoir presque le choix du roi quoi entre guillemets parce que c'est des mecs qui ont le niveau, peut-être un manque d'expérience pour certains, mais justement ils pourraient en gagner. Donc peut-être que Astoy restera du côté du Béarn pour ses fenêtres internationales. Et bah oui, justement, je pense que ça peut jouer parce que c'est un poste qui est tellement capital dans l'organisation du jeu et puis après évidemment dans le scoring, puisque un bon numéro 10, on n'en parle pas, on n'en parle pas quand il réussit tout, mais on en parle uniquement quand il rate. Donc c'est essentiel pour moi aujourd'hui d'avoir son numéro 10 titulaire avec soi, mais il y a des clubs qui vont être bénis de la décision de Galtier et d'autres qui vont le maudire. Ah bah Bon, c'est ça sera en partie déterminant dans la course au top 6, je pense. c'est clair. La C'est clair. décision du groupe qui partira ou qui partira pas. Bon, on va enchaîner avec la dernière équipe qu'on a notée, parce que alors on salue nos amis brivistes, hein, on n'a rien contre vous, la Corrèze. Même si le début de saison est plus que prometteur, ça risque quand même de se gâter au fur et à mesure de la saison si on est un peu réaliste, même si on vous souhaite le meilleur. Une équipe qui pourrait faire la surprise parce qu'elle est censée jouer ces places-là et ça fait quand même quelques années qu'elle s'en éloigne. Même si, bon, l'an dernier,
Elle a néanmoins bien terminé la saison grâce à un challenge européen. Mais le MHR, il y a le potentiel, mais ça bloque. Ça bloque encore. Il y a du potentiel, hein, évidemment, dans l'équipe de Montpellier, puisqu'il y a des joueurs qui sont de très bonne qualité. Il y a des cadres comme Guirado qui va finir sa carrière cette année. Il y a des mecs comme Mohamed Awas. Je sais plus d'ailleurs s'il y a encore Aaron Cruden au club. Il est parti ou il est toujours là, Aaron Aaron Cruden? Cruden, ça me parle pas qu'il y soit encore, ou en tout cas s'il y est, Non, c'est il est contractuellement parti. parlant, hein, mais Il est parti. Il est parti. Mais c'est une équipe qui bénéficie aussi de certains jeunes. On pense notamment de Thomas Darmon qui avait été avec l'équipe, oui. avec la fameuse équipe U20, l'équipe de France des moins de 20 ans. Il y a des mecs qui sont en fin de carrière. On pense à Fulgence Ouedraogo, mais c'est une équipe qui, si j'ai l'impression que c'est une équipe qui, si elle se fait bouger, finit vite par rendre les armes et se laisser vivre. Il y a pas vraiment de sursaut d'orgueil dans cette équipe. Ouais, Et et je sais pas si c'est. un manque de match référence aussi, hein, clairement. Ben, c'est une équipe qui est fragile, hein, qui, même quand elle fait un bon match, a toujours du négatif. Ben, la preuve, c'est le match contre Toulouse, où ça finit pas bien. Alors que ça a pourtant bien joué, et qu'à Toulouse, je pense, plus que Biarritz encore, ou à Pau, si je dis pas de bêtises, a vraiment mal joué. Je pense que à Montpellier, c'était pire. Et pourtant, ben, c'est passé. Alors que ça m'avait semblé vraiment faible, quoi. Ce qui me fait penser que le MHR, à moins d'une progression, ne fera rien. C'est quand même dommage, quoi, parce qu'avec l'argent qui est investi, avec les noms qui viennent à chaque fois, euh, ça commence à faire beaucoup. Altrad, il est patient, mais sa patience, je pense, va avoir des limites un jour. Bah, c'est surtout qu'en plus, bon, sans rentrer dans la politique, il n'a pas réussi à briguer la mairie de Montpellier, qui était peut-être son but ultime Bien dans sûr. sa stratégie, puisqu'après, bon, on n'est pas dans la tête, on n'est pas dans sa tête, mais c'est vrai que à partir du moment où on est président d'un club de sport d'une ville, ça peut être tentant justement de tenter l'expérience politique. On pense à, ben, par exemple, François Rivière, qui pendant longtemps a rêvé de la mairie de Perpignan, hein. C'est un secret pour personne. Et Mais en exemple plus connu, et bon, on sort du rugby, on va vers le foot, mais il y a Bernard Tapie ouais, bah oui, évidemment. qui avait C'est voulu briguer Marseille, qui n'avait pas pu et qui s'était contenté d'aller perdre, enfin d'aller faire la victoire contre toute attente dans un fief FN de Marseille. Mais ouais, Montpellier, attention, Montpellier. Peut-être que j'aimerais bien qu'on arrive à rééditer l'exploit de la saison 2017-2018 en allant gagner là-bas le derby. C'est le retour du derby du Languedoc-Roussillon entre Montpellier et Perpignan avec la remontée de l'USAP. Ça va être à voir. Parce que Bah, c'est justement, c'est le genre de on sait défaite, que. c'est le genre de défaite qui pourrait mettre le mental de l'équipe au plus bas et briser toute chance de demi-finale, par exemple. C'est ça, c'est un effectif qui est assez fragile. Toulouse. Montpellier. Et c'est quand même paradoxal parce que quand tu vois le niveau qu'ils ont affiché sur les dernières, enfin sur le dernier carré de challenge européen et même un peu en fin de saison l'année dernière, en fin de saison l'année dernière sur la fin de saison, c'était quand même pas mal. Bah parce qu'ils ont justement, ouais, ils ont les joueurs pour, Ah hein. mais Ils ont le quand il niveau se de leur bouge, ambition, clairement, hein. Ça. même là s'ils perdent Guirado pour la saison, et on le salue d'ailleurs pour sa carrière et ses titres gagnés bon, bah, à Toulon, hein, pas à l'USAP malheureusement pour toi et pour lui. Euh, voilà, c'était aussi le moyen de saluer Guillaume Guirado qui devrait s'en aller sur une mauvaise note. Après, ça reste quand même un pilier dans le vestiaire, Bien sûr, à défaut d'être un pilier sur le terrain puisqu'il est à l'honneur. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et Mais c'est bon, sûr il y a cet encadrement et ben, il y a un encadrement fort avec des mecs qui sont attachés au club. On pense au dernier survivant de la génération. Fufu. Je sais pas il avait fait l'école du rugby au Pic Saint-Loup, Ouedraogo aussi ou. Oui, oui, D'accord, donc voilà, Ouedraogo et Trenduc viennent du Pic Saint-Loup c'est l'héritage de cette époque-là. Et il y a un mec Ben Payog aussi qui est. Enfin, c'est qui s'est blessé également.
C'est l'âme du club, même s'il est souvent blessé, malheureusement. Mais il y a ces jeunes à Montpellier et ces joueurs de qualité il y a des mecs, Anthony Boutier, Vincent Ratez. Bah, qui sont dans la spirale négative aussi. C'est ça qui joue aussi pour le MHR, enfin contre le MHR, et c'est aussi ce qui joue contre ces joueurs-là. Des Rates, des Boutier, ils sont pas dans la liste, ils sont pas dans la liste de Fabien Galtier. Non, mais Ah, justement, ça va peut-être les pousser à se bouger un peu voilà, et c'est à ça. relancer les performances. C'est ça, c'est-à-dire que ça va être qui tout double. Soit ça va les plomber, soit ça va leur donner les crocs, et ça sera tout bénef pour le club. Mais voilà, je pense qu'on peut conclure sur cette note. Montpellier, faut se bouger parce que C'est ça. c'est pas possible. Quand on sait que ça a éteint la SBH et que ça a fait mal à l'USAP dans la région, que ce soit quand même pas pour rien, ce serait quand même bien. Ce serait quand même bien. C'est ce qu'on souhaite en tout cas à nos amis montpelliérains et on les embrasse, hein. C'est une ville Voilà. Moi, qu'on porte tous dans notre cœur. je les embrasse encore plus puisque je suis, pour rien cacher, actuellement sur Montpellier. Donc, même pour aller boire une bière et fêter une victoire, moi, ça me ferait plaisir qu'il soit bon, quoi. Même si je suis pour le Stade Toulousain. Donc, bougez-vous. Voilà, c'est le message qu'on passe à l'ancienne capitale du Languedoc-Roussillon. Et bon, on va pas citer les autres clubs. On peut parler vite fait peut-être un petit peu de la lutte pour le maintien. On est d'accord que Clermont, ça va se sauver, mais que ça va pas jouer plus haut. Que Toulon, ça risque de se sauver, mais qu'il faut pas trop jouer avec le feu. Par contre, les deux promus, ça... Toulon, ils sont dans une situation qui est compliquée puisque pour les suivre sur Twitter, énormément de supporters toulonnais commencent à demander la tête de Patrice Colazo. J'ai envie de te dire que c'est à raison, parce que il est là quand même depuis quelques temps désormais. On en attendait beaucoup parce qu'il avait construit quelque chose de très intéressant de l'autre côté de la France, sur la carte. Parce que notre ami Colazo, il vient quand même du côté de l'Atlantique sur sa dernière expérience, et ça s'était quand même très bien passé. Mhm. On s'était dit tous à l'époque, ok, le mec arrive, Toulon va retrouver sa dimension d'antan, et pas du tout. Pas du tout, ça prend Ça a pas. coïncidé avec une baisse des moyens aussi, notamment pour les mercatos qui étaient un peu moins impressionnants quand même, hein. Je suis d'accord, mais t'as quand même récupéré quelqu'un comme. Enfin, t'as fait monter quelqu'un comme Louis Carbonel. T'as quand Mhm. même récupéré un Baptiste Serein. Tu as quand même le Bah, c'est un capitaine. changement de politique. T'as C'est quand un même changement de politique du club. Voilà, t'as quand même le capitaine de l'équipe de France. T'as quand même Charles Olivon qui a ressuscité sa carrière après beaucoup de difficultés. Enfin, oui, c'est pas l'époque Laporte Boudjelal, mais enfin, on parle pas non plus de Pimpin, quoi. Enfin, c'est perturbant de les voir Non, c'est sûr. aussi bas. Mais du coup, pour remplacer Patrice Colazo, actuellement sur le marché, en disponible, il y a Franck Azema Oui, ce serait qui le, entraîne le, personne. Il y le a choix de la sécurité, ouais. apparemment, bon, si dans ce cas-là, ça serait pas un remplacement immédiat, mais plus pour la saison prochaine. Apparemment, on parle d'une fin d'aventure pour Yannick Bru avec Bayonne. Ah, oui, oui, mais alors est-ce que Yannick Bru, Mais bon, est-ce qu'il a envie c'est de une se bonne idée? retrouver, est-ce qu'il a envie de reprendre Toulon? Eh, Il faut les avoir bien accrochés. C'est un club qui est difficile à coacher, quoi. De Après, par la passion des supporters et puis par les attentes aussi, quoi. je pense que l'option d'être remplacé l'année prochaine est plus probable, parce que ils- ils font signer Frédéric Michalak pour s'ajouter au staff toulonnais cette saison. Tu n'aurais pas signé un gars dans un staff qui est censé bouger sous peu, alors que potentiellement le prochain entraîneur aurait pu dire non, moi j'en veux pas. Mm. Ça laisse penser qu'il y a un sursis pour Colazo, mais oui, oui, il va falloir que. Oui, je pense que Colazo sera pas l'entraîneur de Toulon la saison prochaine. Bah, ça va dépendre de ses résultats, quoi. À moins que qu'il y ait un séisme et que tout aille mieux avec l'arrivée de Cheslin Colby. Mais je vois pas. Pour moi, l'avenir de Patrice Colazo, il est Il plus est, sur la rade. ouais, il est plus sur la rade, et c'est quand même paradoxal, parce qu'il fallait oser quitter La Rochelle, qui commençait à vraiment devenir bon pour aller dans le contexte compliqué qui est celui de Toulon, quand même.
C'était Mais un... attention à pas faire une spirale négative à Toulon en pensant que les deux promus y arriveront pas C'est ça, c'est ça, et que le maintien est assuré, quoi. c'est Parce que ça, parce que il y a des clubs qui se sont fait surprendre, quoi. on va dire que de ce qu'on voit, le Biarritz Olympique et l'Union Sportive des Arlequins de Perpignan, pour le dire en entier, ça va jouer le maintien, c'est une évidence. Pareil, les équipes les moins bien armées, mais ce seront des équipes. Alors, il y a Jaminet notamment, hein, qui pourrait ne pas être là pendant les doublons, mais enfin, ce sont des effectifs qui ne vont pas trop bouger. Ils vont un peu moins souffrir de ces périodes-là, hormis pour les profils insulaires, Fidji, Samoa, Tonga, a priori. Enfin, je pense qu'il y en a quelques-uns. Mais ces équipes-là, on sait que arrivé novembre, arrivé février, il y en a toujours une des deux qui arrive à sortir son épingle du jeu et qui fait stresser le 12e, quoi. C'est une guerre à distance, le maintien. Et c'est peut-être plus mental encore que le top 6, parce que le top 6, il y a tellement d'équipes qui y prétendent que bah, c'est presque plus une lutte contre soi-même que contre les autres, alors que C'est ça. vraiment, le maintien, t'as toujours les yeux rivés sur bah, nous, par exemple. Moi, je vois, bah, je regarde toujours, je finis par regarder les matchs de Biarritz, quoi. Bah ouais, normal, normal. Non, Et et à chaque puis... fois et chaque week-end, je peste quand Biarritz gagne et je suis content quand Biarritz perd. Voilà, c'est presque malsain, quoi, comme lutte. On cherche à se faire peur tous, mais il y a peut-être une carte à jouer avec les clubs de bas de tableau. Il faudra voir comment ça se passe. Pour l'instant, c'est vrai que de la 9e place à la 14e, il y a le même nombre de victoires et quasiment le même nombre de points. Ça se joue, la différence de points se fait avec les bonus. Bah, ça peut basculer pour beaucoup de clubs, dans le bon comme dans le mauvais pour l'instant encore. L'équipe qui aujourd'hui a fait la meilleure opération, c'est Brive, qui a quand même engrangé des points, alors qu'on sait pertinemment que ça joue normalement le maintien. Au-delà de ça, autant Perpignan que Biarritz que les équipes en difficulté comme Toulon, le Stade français, et on peut même parler de Clermont, les phases finales en soi ne sont pas encore impossibles, loin de là, mais le maintien, il est pas assuré. Ça a déjà perdu beaucoup de points pour espérer quoi que ce soit, quoi. Oui, oui, oui. Tout est possible, mais bon, va falloir vite se réveiller pour toutes ces équipes-là. T'as déjà Euh, perdu des points à domicile, bon. Il y c'est a des clair, matchs où t'as pas pris de bonus. c'est clair, Ça devient compliqué, quoi. c'est clair. Eh ben écoute, on a fait un joli portrait de notre championnat de France. Je pense que on a fait une bonne heure 47 d'émission, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal du tout. Ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter sur ces jolis mots. On a même parlé de la lutte pour le maintien, donc on a fait un vrai tour d'horizon. Je te remercie Pierre d'être venu pour parler rugby. Ah, avec plaisir. Je peux déjà t'inviter si tu le souhaites à revenir pour parler de la tournée des Bleus une fois terminée. Ah ben, Et peut-être ça aussi sur, sera, sur du ballon rond également. ça sera un honneur. Et ben pas de problème, on se programme ça. En attendant, j'espère que ce podcast vous a plu pour cette première émission rugbystique. On vous promet encore quelques épisodes si ça vous plaît. Et puis on vous dit à bientôt.